Je m'appelle Annie et j'ai 29 ans. Lors de la succession, mardi dernier, mes parents ont pris la maison de mon grand-père, ses camions, ses tracteurs et 800 acres de terres agricoles de première qualité dans l'Iowa. Ils ont tout pris. Leur avocat a fermé le gros dossier en papier craft, a regardé mon père et a esquissé un sourire professionnel tendu. J'étais assise en face d'eux dans un fauteuil en cuir qui semblait trop froid. J'ai quitté ce bureau avec 2 sacs de sport, une clé rouillée et l'acte de propriété de la cabane de chasse abandonnée de mon grand-père sur une mince bande de front de rivière non cultivable. 7 nuits plus tard, j'ai retiré un miroir endommagé par l'eau du mur de la cabane et j'ai trouvé une enveloppe scellée collée à l'intérieur d'une cavité creusée. Mon grand-père avait écrit « Ouvrez ceci après ma mort ». Avant de vous raconter ce qu'il y avait dans cette enveloppe et comment cela a fait tomber une offre d'achat corporate agricole, veuillez vous abonner aux histoires d'Elena. Mais seulement si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille et laissez un commentaire en me disant votre âge et un moment où quelqu'un a pris quelque chose qui vous appartenait. Maintenant, laissez-moi vous ramener à cette table en acajou à 2 moines. Le moment où mon père a décidé que l'esprit de mon grand-père était brisé est l'exacte seconde où j'ai été effacé de l'histoire de ma famille. Les bureaux d'avocats de Gregson et Vance se trouvaient au 14e étage d'un immeuble de verre du centre-ville. La climatisation bourdonnait, dégageant une odeur d'ozone et de café coûteux. J'étais assise d'un côté d'une longue table polie. Mes parents, Richard et Hélène, étaient assis de l'autre côté. Ils portaient des vêtements destinés à un déjeuner au country club, pas à une réunion concernant un homme qui avait été mis en terre 3 semaines plus tôt. L'avocat Gresson a fait glisser une seule feuille de papier sur le bois. C'était une copie d'un testament que mon grand-père avait rédigé il y a 15 ans. Il léguait l'intégralité de ses biens à son fils unique, mon père. Je n'ai pas regardé le papier. J'ai regardé mon père. Je lui ai demandé pour le testament que grand-père avait rédigé il y a 6 mois. Celui dont nous avions parlé sous le porche. Celui où il me laissait l'arpentage parce qu'il savait que je le cultiverais vraiment. Mon père a soupiré. Il a retiré ses lunettes de lecture et s'est pincé l'arête du nez, adoptant le ton d'un parent fatigué expliquant un concept basique à un enfant lent. Il a dit que papa était confus à la fin. Annie, tu sais que nous avons fait examiner son dossier médical par son médecin. L'accident vasculaire cérébral mineur qu'il a subi il y a 2 ans a causé un déclin cognitif. Gresson a déposé l'injonction médicale la semaine dernière. Le Nouveau Testament est invalide. Nous revenons aux documents établis pour sécuriser le portefeuille familial. Sécuriser le portefeuille familial. C'était la phrase de mon père pour liquider le sang et la sueur générationnelle en argent liquide. Je travaille comme analyste des sols agricoles. Je passe mes journées à tester les niveaux de pH, à cartographier les structures racinaires et à étudier la santé de la terre. J'ai passé chaque été de mon enfance à parcourir ces 800 acres avec mon grand-père, apprenant à faire la rotation des cultures pour empêcher la couche arable de se transformer en poussière. Mes parents passaient leurs étés en Floride à se plaindre de l'odeur d'engrais chaque fois qu'ils prenaient la peine de nous rendre visite. Pour moi, la ferme était un organisme vivant et respirant. Pour Richard et Hélène, c'était un tableur en attente d'être encaissé. J'ai gardé une voix égale. J'ai demandé à mon père s'il allait vendre à Agrior Solutions. Ma mère Hélène a vérifié l'écran de son téléphone. Elle a dit, « Annie, s'il te plaît, ne commence pas avec tes discours environnementaux. Ton père et moi avons porté le fardeau financier de cette famille pendant des décennies. Il est temps que nous priorisions notre retraite. Tu es une adulte. Tu peux tracer ton propre chemin. » Gresson s'est éclairci la gorge. Il m'a tendu une fine enveloppe. Il a dit, « Votre grand-père a bien prévu une petite disposition pour vous il y a 15 ans. Elle reste intacte. Vous conservez la propriété des 2 acres bordant le bassin de Mud Creek, y compris la structure sur la propriété. La structure était une cabane de chasse qui n'avait pas été utilisée depuis la fin des années 90. Les terres autour étaient rocheuses, sujettes aux inondations et inutiles pour la plantation. C'était la seule partie de la succession que les acheteurs corporate ne voudraient pas. J'ai pris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule clé en laiton rouillé. Mon père a remis ses lunettes. Il m'a dit que j'avais jusqu'à vendredi pour récupérer tout objet personnel de la ferme principale avant que l'entreprise de mise en scène n'arrive pour préparer la vente de la succession. Il m'a dit de laisser ma clé de la maison principale sur le comptoir de la cuisine. Il n'y avait aucune colère dans sa voix. Il n'y avait aucune malice. Il n'y avait que des affaires.
C'était la partie qui faisait le plus mal. Je n'étais pas une fille en deuil d'un grand-père. J'étais un obstacle administratif qu'ils avaient réussi à éliminer. Nous sommes sortis du bureau ensemble. Dans le garage de stationnement, mes parents sont montés dans une berline argentée louée. Ma mère m'a fait un bref signe raide de la main avant que la vitre teintée ne remonte. Je les ai regardés s'éloigner, retournant à leur vie de banlieue, des millions de dollars plus riches. J'ai marché jusqu'à mon camion de 10 ans, j'ai jeté mes 2 sacs de sport sur le siège passager et j'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. J'ai roulé 1 heure vers l'est, quittant le béton de Des Moines pour les vastes ciels ouverts de l'Iowa rural. C'était la fin de l'automne. Les champs de maïs avaient été récoltés, laissant derrière eux des rangées de tiges sèches et cassées qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. J'ai tourné sur le chemin de gravier familier menant à la propriété de mon grand-père. Je n'ai pas pris l'allée principale vers la grande ferme blanche. Je n'appartenais nulle part près d'elle. J'ai pris le chemin d'accès en terre qui serpentait à travers la lisière des arbres vers Mud Creek. Les pneus du camion glissaient dans les ornières humides. Les arbres se sont écartés, révélant mon héritage. La cabane était pire que dans mes souvenirs. Le revêtement en bois sombre était gris et pourrissait à la base. Les marches avant s'affaissaient sous une épaisse couche de feuilles mouillées. Il n'y avait pas de plomberie, seulement une vieille pompe à main dans la cour et un générateur à l'arrière qui n'avait pas contenu de carburant depuis une décennie. J'ai déverrouillé la porte d'entrée. Les gonds ont crié. L'air à l'intérieur sentait la poussière, le vieux pain et l'eau stagnante. Un canapé en plaid décoloré était au centre de la pièce. Un poêle à bois se trouvait dans le coin. Sur le mur du fond était accroché un lourd miroir rectangulaire avec un cadre en argent terni. Le verre était trouble et déformé par des années d'humidité. J'ai laissé tomber mes sacs sur le plancher. Le son a résonné dans la pièce vide. Je me suis assise sur le bord du canapé et j'ai regardé autour de moi. Le vent froid de l'Iowa poussait à travers les fissures des cadres de fenêtres, mordant ma nuque. La réalité de ma situation s'est installée sur moi comme une lourde couverture. Mon grand-père était parti. Ma maison d'enfance était en cours de préparation pour une vente corporate. Mes parents m'avaient légalement effacé. Je fixais le miroir trouble sur le mur, ne voyant qu'un reflet déformé d'une femme assise dans une pièce pourrissante. Une colère profonde et brûlante a commencé à monter dans ma poitrine. C'était une frustration suffocante et aveuglante. Je me suis dit que je ne les laisserais pas s'en tirer comme ça. J'ai décidé sur le champ que je me battrais contre quoi qu'il en coûte. C'était une décision dangereuse et émotionnelle. Je ne savais pas encore que me battre aveuglément était exactement ce que mon père voulait que je fasse, et que ma colère était sur le point de me coûter les seules choses qu'il me restait. Le matin suivant mon arrivée à la cabane, j'ai commis ma première grande erreur. Je me suis réveillé en frissonnant sous une fine couverture, fixant le givre qui rampait le long de l'intérieur des vitres. Ma poitrine brûlait d'un sentiment d'injustice suffocant. Je ne voulais pas réfléchir. Je voulais seulement riposter. J'ai conduit mon camion jusqu'à la ville la plus proche, je me suis garé devant un centre commercial décoloré et je suis entré dans le bureau d'un avocat de succession discount nommé Davis. Davis portait un costume gris froissé et gardait son bureau encombré de boîtes en carton empilées. Il a écouté mon histoire, a hoché la tête avec enthousiasme et a promis qu'il pouvait contester l'injonction médicale que mes parents avaient utilisée pour invalider le dernier testament de mon grand-père. Il m'a dit exactement ce qu'une fille endeuillée et en colère voulait entendre. Il a aussi exigé des honoraires de 15 000 $ à l'avance. Cet argent représentait toutes mes économies. Il m'avait fallu 4 ans sur un salaire d'analyste des sols pour accumuler ces fonds. J'avais construit ce filet de sécurité en mangeant des pâtes bon marché, en vivant dans un appartement exigu et en évitant toute dépense inutile. Sans y réfléchir à 2 fois, je suis allé à l'agence bancaire locale et j'ai viré chaque centime à Davis. Je croyais que ma droiture garantirait une victoire au tribunal. 3 semaines plus tard, j'ai appris comment le système judiciaire fonctionne vraiment. L'audience a eu lieu au palais de justice du comté de Polk. La salle sentait la cire à parquet et le vieux papier. L'avocat Gresson, représentant mes parents, est arrivé portant un costume bleu marine sur mesure et une fine mallette en cuir. Il a à peine regardé dans ma direction. Davis se tenait à côté de moi, transpirant sous les lumières fluorescentes, feuilletant des bloc-notes en désordre. Le juge était un homme âgé qui siégeait au conseil du Rotary Club local aux côtés de mon père. Lorsque la session a commencé,
Gresson a calmement présenté une pile de dossiers médicaux signés par un spécialiste, confirmant que mon grand-père avait subi des épisodes de perte de mémoire. Davis a tenté d'argumenter que la perte de mémoire ne équivalait pas à un manque de capacité légale. Il a trébuché sur ces mots. Il a cité les mauvais statuts de l'État. Gresson n'a même pas objecté. Il a simplement attendu que Davis finisse de parler, puis a poliment demandé au juge un rejet sommaire pour manque de preuves convaincantes. Le juge a accordé ce rejet en moins de 10 minutes. Il a rejeté la contestation, finalisé la décision de succession et fermé le dossier. Davis a rangé sa mallette en désordre, marmonné une rapide excuse sur les précédents difficiles et est sorti par les lourdes portes en bois. Mes 15 000 $ se sont évaporés dans l'air. J'étais seul dans le couloir du palais de justice, tenant un ticket de stationnement, ne possédant aucun recours légal. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau avant que je n'atteigne la sortie. L'écran affichait le nom de mon père. J'ai répondu à l'appel, me préparant à un discours de victoire triomphant. Au lieu de cela, j'ai entendu le ton calme et mesuré d'un gestionnaire corporate traitant avec une employée erratique. « Annie, s'il te plaît arrête de t'embarrasser », a dit Richard. La connexion audio était cristalline, captant le jazz doux qui jouait en arrière-plan du restaurant où il se trouvait. Nous sécurisons l'avenir financier de cette famille. Tu as engagé un novice de centre commercial pour faire perdre du temps au tribunal. Tu es trop émotionnel. J'ai serré le téléphone fort, debout près d'un distributeur automatique. Je lui ai dit qu'il volait une ferme qu'il ne savait même pas gérer. Mon père a soupiré. Il a dit, personne ne vole quoi que ce soit. Agrior Solutions est un grand conglomérat offrant une offre d'achat premium parce que notre superficie relie leurs zones de production nord et sud. Ils ont le capital pour maximiser le rendement. Ton grand-père aurait voulu que nous soyons à l'aise dans notre vieillesse, pas enchaînés à un tracteur. Tu dois grandir et laisser les adultes gérer la réalité de l'agriculture moderne. Il a raccroché. La tonalité a résonné dans mon oreille. Il croyait vraiment chaque mot qu'il disait. C'était la réalisation la plus glaçante de la journée. Mon père ne se voyait pas comme un méchant. Il se voyait comme un pragmatiste responsable protégeant ses actifs tandis qu'il me voyait comme une enfant naïve faisant un caprice pour de la terre sentimentale. J'ai roulé jusqu'à la propriété en front de rivière. La température avait considérablement baissé en fin d'après-midi. Je me suis assise sur le canapé en plaid décoloré à l'intérieur de la cabane, enveloppé dans un sac de couchage épais, regardant mon propre souffle former des nuages blancs dans l'air glacial. 1 heure plus tard, la porte d'entrée a grincé en s'ouvrant. Mon petit ami Marc est entré. Marc et moi étions ensemble depuis 2 ans. Il travaillait comme cartographe environnemental pour une entreprise en ville. Il appréciait les horaires prévisibles, les appartements chauds et les décisions logiques. Il se tenait près de la porte, regardant les planchers pourrissants et les cadres de fenêtres pleins de courants d'air. Il a posé un gobelet de café chaud sur une caisse en bois et a gardé son gros manteau d'hiver fermé jusqu'au menton. Il m'a dit que Gresson avait envoyé un email à son entreprise ce matin demandant des cartes topographiques mises à jour pour l'achat d'Agrior. La vente avançait officiellement. Je me suis levé, tirant le sac de couchage autour de mes épaules. J'ai dit à Marc que nous pouvions trouver un autre avocat. J'ai insisté qu'il devait y avoir un processus d'appel ou une faille que nous avions manqué. Marc a secoué la tête, son expression tendue par la frustration. Il m'a demandé comment je comptais payer un appel. Il m'a rappelé que j'avais vidé mon compte d'épargne et saturé mes cartes de crédit pour payer un avocat frauduleux. Il a fait un geste vers la pièce désolée autour de nous. Il a dit, « Tu dors dans une cabane sans eau courante ni chauffage pour prouver un point à un homme déjà mort. » Ces mots ont piqué parce qu'ils étaient douloureusement exacts. Marc s'est approché et a adouci sa voix. Il m'a supplié de laisser tomber la ferme. Il m'a demandé de faire mes valises, de retourner à notre appartement chaud et de me concentrer sur la construction d'un avenir ensemble. Il m'offrait une issue de secours hors de l'humiliation et du froid. Il m'a demandé de choisir entre mon obsession pour le passé et notre réalité partagée. J'ai regardé son visage gentil et pratique. Puis j'ai regardé le coin de la pièce où mon grand-père s'asseyait autrefois et sculptait des leurres en bois pour moi pendant les orages d'été. J'ai dit à Marc que je restais. Marc m'a fixé longtemps. La déception dans ses yeux s'est installée profondément dans ma poitrine. Il a hoché la tête une fois, s'est retourné et est sorti sans un autre mot. J'ai écouté le moteur de sa voiture démarrer.
J'ai écouté les pneus crisser sur le chemin d'accès en gravier jusqu'à ce que le bruit s'évanouisse au loin. Le silence laissé derrière était assourdissant. Le coup de ma colère était maintenant mesurable. J'étais fauché. J'étais entièrement isolé. J'avais été humilié légalement, et ma relation amoureuse était terminée. Je me suis rassise sur le canapé dans la température glaciale. La vérité amère a enfin percé à travers mon deuil. On ne peut pas arrêter une machine corporate en faisant un caprice émotionnel. L'indignation vertueuse n'a aucune valeur dans une salle d'audience. J'avais essayé d'utiliser ma colère comme une arme, mais je n'avais réussi qu'à me désarmer moi-même. J'avais besoin d'une stratégie calculée. J'avais besoin d'un levier. J'ai passé les 7 jours suivants dans des conditions austères, mangeant de la nourriture en conserve chauffée sur le poêle à bois, essayant d'élaborer un plan avec 0 ressources. Puis une violente tempête d'automne a balayé les plaines de l'Iowa. Le toit endommagé de la cabane a cédé sous la forte pluie et les murs pourrissants ont enfin révélé le secret que mon grand-père avait caché pour moi. Le 7e soir de mon exil, le temps de l'Iowa s'est déchaîné. Un système de basse pression de fin novembre a balayé les plaines, apportant un mélange punitif de pluie verglaçante, de grésil et de vent hurlant qui secouait la charpente en bois. La cabane a gémi sous la pression soutenue. J'étais assise près du poêle en fer, alimentant ces branches éclatées que j'avais ramassées cet après-midi dans la lisière, essayant d'ignorer le courant d'air glacial coupant à travers les planchers. Vers minuit, un bruit de gouttes régulier a résonné du mur du fond de l'espace de vie. L'eau traversait les bardeaux de toit compromis, glissant le long des panneaux de pin intérieurs directement derrière le lourd miroir antique. Si je laissais le miroir là, l'humidité rampante ruinerait le dos argenté et déformerait le cadre en bois au-delà de toute réparation. C'était l'un des rares objets de la pièce qui appartenait vraiment à mon grand-père, et je n'allais pas le laisser pourrir dans le froid humide. J'ai traîné une chaise de salle à manger en bois jusqu'au mur, je suis monté dessus et j'ai saisi les bords sculptés du cadre. Le miroir pesait beaucoup plus lourd que je ne l'anticipais. J'ai calé mes bottes de travail contre le siège de la chaise et j'ai tiré vers le haut, faisant glisser le fil de montage du crochet mural métallique. Mes bottes mouillées ont glissé sur le bois, le miroir s'est écrasé au sol, le verre se brisant en morceaux déchiquetés sur le tapis décoloré. Je me suis agenouillé, vérifiant mes paumes pour des coupures, maudissant ma propre maladresse dans l'obscurité. Quand j'ai relevé les yeux vers le mur exposé, je me suis figé. La zone où le miroir avait été accroché pendant des décennies n'était pas du pain solide. Quelqu'un avait découpé un carré rectangulaire net dans le lambris. À l'intérieur de la cavité creuse sombre se trouvait une boîte forte en métal gris. J'ai tendu la main dans le renfoncement froid et j'ai tiré la boîte. Elle était lourde, scellée par un simple cadran de combinaison. Mon grand-père était une créature d'habitude, un homme qui ancre sa vie à des dates et des numéros spécifiques. J'ai tourné les cadrans en laiton vers le mois et l'année du décès de ma grand-mère. Le loquet s'est ouvert avec un claquement métallique net. À l'intérieur de la boîte se trouvait une épaisse pile de papier plié et une seule enveloppe blanche. Écrit sur le devant de l'enveloppe à l'encre noire dans une écriture familière et anguleuse se trouvaient les mots « Ouvrez ceci après ma mort ». Mes mains ont légèrement tremblé quand j'ai brisé le sceau en papier. Je m'attendais à un au revoir sentimental, peut-être une excuse écrite pour m'avoir laissé vulnérable à mes parents et à leur tactique légale impitoyable. Je m'attendais à une petite somme d'argent d'urgence pour m'aider à survivre à l'hiver. L'enveloppe ne contenait rien de tout cela. Au lieu de cela, j'ai sorti un dense document légal dactylographié rempli de terminologie immobilière et une lettre manuscrite agrafée à la première page. Je me suis assise sur le sol au milieu du verre brisé et j'ai lu le dernier message de mon grand-père à la lumière d'une lanterne à pile. Il écrivait qu'il savait que sa santé déclinait. Il savait que Richard, mon père, voyait l'arpentage comme un actif liquide et courtiserait un acheteur corporate dès la fin des funérailles. Mon grand-père détestait les conglomérats agricoles industriels. Il avait passé sa vie à préserver la couche arable, à planter des cultures de couverture hors saison, à gérer le ruissellement des nutriments et à maintenir l'équilibre biologique délicat du bassin de Mud Creek. Une opération corporate reposait sur une philosophie entièrement différente. Il dépouillerait les nutriments naturels, pomperait le sol plein d'engrais azotés synthétiques et assécherait l'aquifère local en une décennie juste pour atteindre leur marge bénéficiaire projetée. Il refusait de laisser la terre qu'il aimait devenir un désert toxique. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement rayer mes parents du testament principal sans déclencher une bataille juridique prolongée qui consumerait la succession en frais de justice. Il savait qu'ils embaucheraient des spécialistes pour affirmer qu'il était mentalement inapte.
Alors il a tendu un piège silencieux et brillant. 3 ans plus tôt, alors que son dossier médical montrait encore une santé cognitive parfaite, il a exécuté une manœuvre légale furtive. Il a séparé les droits d'irrigation principaux et l'aisance d'accès géographique central de l'acte de propriété principale. Il a transféré ses composants structurels cruciaux dans une société à responsabilité limitée aveugle, enregistrée sous une désignation numérique générique dans un comté voisin pour éviter les commérages locaux. La ferme principale semblait encore entière sur papier pour un observateur occasionnel, mais structurellement elle était vidée. Les 800 acres de sol de première qualité ne signifiaient rien si un acheteur ne pouvait pas légalement pomper de l'eau de la rivière ou conduire ses moissonneuses-batteuses lourdes sur le chemin d'accès en terre centrale. La note manuscrite se concluait par une instruction simple. La clé en laiton rouillé que j'avais reçue au bureau de succession n'appartenait pas à la porte de la cabane. Elle appartenait à un coffre-fort dans la banque communautaire indépendante en ville. Cette boîte contenait l'accord d'exploitation original de la société holding. Mon grand-père m'avait nommé membre directrice unique. J'ai abaissé la lettre. La pluie continuait de battre le toit en tôle, mais la température glaciale dans la pièce ne me dérangeait plus. J'ai enfin compris l'ampleur de ce que je tenais. Je n'avais pas hérité d'une bande de terre inondée sans valeur. J'avais hérité du point de strangulation légale sur tout l'empire agricole. Sans ma signature, Agrior Solutions ne pouvait pas irriguer un seul acre. Sans ma permission, leurs camions ne pouvaient pas accéder aux champs principaux. L'accord de plusieurs millions de dollars que mes parents négociaient en ce moment était construit sur une fondation de sable. Cependant, le dernier paragraphe de la lettre offrait un avertissement sévère. Mon grand-père me mettait en garde que les entités corporates n'acceptent pas la défaite avec grâce. Activer la société holding et affirmer mes droits alerteraient le conglomérat et mes parents sur la tromperie. Ce ne serait pas un désaccord poli. Ce serait une guerre d'usure impitoyable, coûteuse et brutale. Il écrivait que je ne devais tourner la clé que si j'étais prête à endurer les conséquences. Il me donnait la permission de m'éloigner, de vendre les droits d'eau pour un petit paiement et de vivre une vie tranquille si le fardeau s'avérait trop lourd. J'étais assise dans le noir, tenant les morceaux déchiquetés de ma réalité. Il y a quelques jours, mon petit ami Marc était sorti par cette porte en me disant que je gâchais ma vie pour de la terre sentimentale. J'avais dépensé 15 000 $ pour un avocat frauduleux juste pour être moqué par un juge. Mon père m'avait traité comme une erreur administrative. Ils pensaient tous que j'étais une enfant naïve s'accrochant à une version romantisée de l'agriculture. J'ai regardé la clé rouillée reposant dans la paume de ma main. J'ai pensé au tracteur corporate se préparant à labourer le sol que mon grand-père avait protégé pendant 70 ans. J'ai pensé à ma mère remontant sa vitre teintée, sécurisant sa retraite confortable tout en me laissant geler. J'ai plié les documents et les ai replacés en sécurité dans la boîte en métal. Je ne voulais plus une vie tranquille. Je voulais protéger la terre, et je voulais forcer les gens qui m'avaient effacé à me regarder dans les yeux et négocier. Je savais qu'affirmer cette revendication signifiait entrer dans un combat contre un adversaire aux ressources infinies. Alors que le soleil du matin perçait enfin à travers les nuages de tempête, j'ai mis mes bottes, j'ai pris la clé et je me suis préparé à rouler en ville. La vraie bataille ne faisait que commencer, et mes parents étaient sur le point de découvrir que leur offre d'achat corporate lucrative possédait un défaut fatal. Pendant que je conduisais mon camion sur les routes de Comté-Boueuses vers la banque locale, une réunion très différente avait lieu à 70 miles de là. Mes parents étaient assis dans la salle de conférence polie du cabinet d'avocats de Gresson au centre-ville, buvant de l'eau pétillante et attendant de signer les documents qui changeraient leur vie. Pour comprendre Richard et Hélène, il faut comprendre le poids invisible de la dette agricole. Mon grand-père dirigeait son opération à l'ancienne. Il refusait de passer à des machines automatisées. Il payait en espèces. Il maintenait les marges bénéficiaires très minces pour protéger le sol. Mais quand sa santé a commencé à décliner il y a quelques années, les factures médicales se sont accumulées. Les taxes foncières ont grimpé. L'équipement vieillissant tombait en panne. Mon père, qui avait passé sa carrière comme gestionnaire d'assurance de niveau intermédiaire, avait été obligé de contracter une série de prêts commerciaux à taux élevés juste pour empêcher la propriété de tomber en forclusion. Mes parents n'étaient pas des méchants aux moustaches en guidon assis dans une pièce sombre complotant ma ruine. C'étaient des personnes âgées épuisées se noyant sous $1 million de dettes levier. Ils voyaient la ferme comme une prison financière. L'offre d'achat proposée de 4,5 millions de dollars d'Agrior Solutions était leur issue de secours. Cela signifiait rembourser la banque,
acheter un condominium impeccable à Naples, en Floride, et ne plus jamais penser au prix des engrais ou au rendement des cultures. Pour eux, mon désir de sauver la ferme n'était pas seulement du non-sens sentimental. C'était une fantaisie dangereuse et naïve qui menaçait leur survie. Ils croyaient vraiment qu'ils faisaient les choix difficiles et responsables de l'âge adulte. L'avocat Gresson a vérifié sa montre en argent. De l'autre côté de la table, les doubles portes se sont ouvertes. Le directeur des acquisitions régionales pour Agrior, un homme nommé Blake, est entré dans la pièce. Il portait un costume gris coûteux, mais sa cravate était desserrée, et il portait un gros tube en carton au lieu d'une mallette. Il n'a pas offert de salutation polie. Il n'a pas serré de main. Il s'est dirigé directement vers le centre de la table en acajou, a déroulé une grande carte topographique de la propriété de l'Iowa et a maintenu les coins avec des sous-verres à café. Mon père s'est penché en avant, offrant un sourire confiant. Il a demandé si l'étude finale était terminée pour qu'il puisse procéder au transfert en escroc. Blake a fixé la carte. Il a tapoté un stylo en argent contre le centre du parchemin. Il a déclaré que son équipe d'études avait passé le week-end à cartographier les prises d'irrigation et à vérifier les limites de propriété. Il a dit que la qualité du sol était excellente, mais que l'équipe juridique corporate avait signalé une divergence fatale dans l'historique du titre. Gresson a froncé les sourcils, ouvrant son ordinateur portable. Il a assuré à Blake que la décision de succession était finalisée et que l'acte était clair. Blake a secoué la tête. Il a tracé une ligne sur la carte avec son stylo, soulignant l'artère en terre principale qui divisait les 800 acres en deux. Il a expliqué qu'une opération agricole corporate moderne repose sur l'irrigation pivot profonde et des véhicules de transport lourds. Il a pointé le haut de la carte où Mud Creek bordait les champs. Puis il a porté le coup. Il a informé mes parents que les droits d'eau principaux ainsi que les anses d'accès central avaient été légalement séparés de l'acte principal il y a 36 mois. Agrior offrait 4,5 millions de dollars pour de la terre sèche sans accès. Les tracteurs corporate ne pouvaient pas légalement entrer sur la propriété, et ils ne pouvaient pas pomper un seul gallon d'eau de la rivière. La couleur a quitté le visage de mon père. Il a regardé Gresson, exigeant une explication. Il a insisté que mon grand-père possédait l'ensemble du terrain, libre et clair. Gresson a tapé rapidement sur son clavier, accédant aux bases de données du registre du comté. La pièce est devenue tendue, remplie seulement des clics secs des touches. Gresson a arrêté de taper. Il a pris une lente et peu profonde inspiration. Il a lu l'écran à voix haute. Les droits d'eau et les anses de la route appartiennent à une société holding à responsabilité limitée enregistrée dans le comté voisin. Blake s'est penché sur la table. Il a dit, Agrior n'achète pas de propriété fracturée. Le modèle d'affaires exige un contrôle opérationnel total sur la nappe phréatique. S'ils ne peuvent pas irriguer la culture, la terre n'a aucune valeur pour leurs actionnaires. Ma mère Hélène a agrippé le bord de la table. Ses jointures sont devenues blanches. Elle a demandé à Gresson qui possédait la société holding. Gresson a fait défiler plus bas dans le registre numérique. Il a recoupé l'encre géographique de la société holding. Il a levé les yeux vers mon père, sa composition professionnelle se fissurant juste un peu. Il a expliqué que la société holding était légalement liée à la parcelle de 2 acres en front de rivière. La société holding était ancrée à la cabane de chasse abandonnée. La réalisation a frappé mon père comme un coup physique. Il s'est rassis dans son fauteuil en cuir, fixant d'un regard vide la carte topographique. La parcelle de terre boueuse sans valeur qu'il m'avait si généreusement permis de garder lors de l'audience de succession était le pivot de tout l'empire agricole. Il s'est souvenu de la clé en laiton rouillé qu'il m'avait remise. Il a soudain compris qu'il avait remis à sa fille rejeter les clés du château. Blake a roulé la carte dans un cylindre serré. Il a lancé un ultimatum. Agrior placerait l'offre d'achat sur une pause de 30 jours. Si mes parents ne pouvaient pas sécuriser les droits de la société holding et livrer un acte propre et unifié d'ici la fin du mois, la corporation retirerait son capital et chercherait des terres au Nebraska. Le directeur des acquisitions est sorti, laissant un silence suffocant dans son sillage. Ma mère a couvert sa bouche de sa main, réalisant que sa retraite en Floride s'évanouissait. Elle a regardé mon père, les yeux écarquillés de panique, et a demandé ce qu'ils allaient faire. Mon père n'a pas répondu immédiatement. Il fixait la porte vide. Son esprit s'emballait, calculant son prochain mouvement. Il savait que je détestais l'offre d'achat corporate.
Il savait que j'étais furieuse à propos de la décision de succession. Si je découvrais le vrai pouvoir de cette société holding, je brûlerais l'accord juste pour les contrarier. Il a réalisé qu'il devait agir vite avant que je comprenne ce que je possédais. Il devait me manipuler pour que je signe la cabane, et il devait le faire tout en maintenant l'illusion d'une préoccupation parentale. L'horloge tournait, et un nouveau jeu plus dangereux venait de commencer. J'ai garé mon camion devant la banque communautaire indépendante juste au moment où les portes se déverrouillaient. Le caissier a vérifié la clé rouillée de mon grand-père, a contrôlé mon identification contre une carte de signature archivée et m'a escorté dans le coffre. Quand j'ai sorti la longue boîte rectangulaire en métal, j'ai trouvé l'accord d'exploitation original de la société holding exactement où la lettre de mon grand-père l'avait promis. Les papiers me nommaient directrice générale unique. Je détenais l'autorité légale pour dicter la distribution d'eau et l'accès routier pour toute la ferme. Je suis sorti de la banque avec un sentiment renouvelé d'objectif. Je pensais que la bataille était gagnée. Je pensais que je pouvais simplement déposer les papiers, entrer dans la réunion corporate de mes parents et claquer la porte sur leur offre d'achat. J'ai roulé directement au bureau du greffier du comté pour enregistrer mon statut et verrouiller la revendication dans le registre public. L'Iowa rural fonctionne sur l'agriculture. L'économie locale repose sur les taxes foncières générées par les grands conglomérats agricoles. Les membres du conseil municipal, les juges et les bureaucrates comprennent tous que lorsque les grandes entreprises agricoles prospèrent, le comté pave les routes et finance les écoles. Je suis entré dans l'immeuble municipal en m'attendant à exécuter une tâche administrative simple. Au lieu de cela, j'ai heurté un mur de résistance institutionnelle. La greffière derrière le comptoir était une femme nommée Brenda. Elle travaillait dans ce bureau depuis 20 ans et connaissait chaque famille du comté. Elle a ajusté ses lunettes, a pris les documents de la société holding et a commencé à taper les numéros d'enregistrement dans son terminal. Sa frappe a ralenti. Elle a froncé les sourcils devant le moniteur. Elle a levé les yeux vers moi avec une expression qui frôlait la pitié. Elle m'a informé que parce que mon grand-père avait gardé l'entité entièrement dormante pendant 3 ans pour la cacher à mon père, la société holding était signalée comme inactive par le Conseil des revenus de l'État. Je lui ai demandé ce que cela signifiait. Brenda a tourné le moniteur pour que je voie l'écran. Elle a expliqué qu'activer une entité commerciale dormante nécessitait de mettre le compte en conformité. Elle a pointé une colonne de nombres rouges. La société holding devait 3 ans de taxes arriérées sur les droits d'eau plus des pénalités de retard, des frais d'évaluation environnementale et des charges de traitement municipal. Le solde total requis pour activer ma revendication était de 4 800 $. J'ai fixé les nombres rouges. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. J'ai ouvert mon portefeuille. J'avais 32 $ en espèces et un compte courant proche de zéro après avoir payé cet avocat de succession frauduleux. J'ai demandé à Brenda si je pouvais établir un plan de paiement. Je lui ai dit que j'avais juste besoin du tampon d'enregistrement aujourd'hui pour bloquer un transfert immobilier en cours. Brenda a secoué la tête. Elle a dit que le comté n'offrait pas de plan de paiement pour les entités commerciales. Les frais devaient être payés en totalité par chèque certifié avant que l'État ne reconnaisse mon autorité légale. J'étais debout au comptoir, agrippant le bord de la surface stratifiée. J'avais l'arme pour arrêter mes parents, mais je ne pouvais pas me permettre les munitions pour la tirer. J'ai rassemblé mes papiers, remercié tranquillement Brenda et suis sorti dans le couloir municipal froid. Avant d'atteindre les portes de sortie, un adjoint du shérif s'est mis sur mon chemin. Il m'a tendu une épaisse enveloppe en papier craft et m'a demandé de signer un accusé de réception. J'ai déchiré l'enveloppe sur le parking. À l'intérieur se trouvait un avis légal du tribunal du comté. C'était une injonction temporaire déposée contre la société holding. Les papiers citaient un examen en cours concernant le statut opérationnel des droits d'eau. La signature en bas appartenait au juge Harrison. J'ai immédiatement reconnu le nom. Le juge Harrison jouait au golf avec mon père chaque dimanche matin pendant l'été. Mon père avait déjà réalisé sa vulnérabilité. Il avait utilisé ses connexions locales pour geler mes manœuvres légales avant même que je sache que le jeu avait commencé. Il s'était acheté du temps pour me coincer. J'étais fauché. J'étais légalement bloqué. J'avais été surpassé par une bureaucratie locale qui favorisait le développement corporate par rapport aux disputes familiales. Il n'y avait pas de victoire facile. Il n'y avait pas de soudaine manne d'argent pour résoudre mes problèmes. J'étais assise dans le siège conducteur de mon camion, fixant les marches du palais de justice.
Si je voulais mener cette guerre, je devais survivre assez longtemps pour élaborer une nouvelle stratégie. J'avais besoin d'argent pour payer les frais d'activation, et j'en avais besoin rapidement. Ma carrière d'analyste des sols était sans pertinence dans une ville qui n'embauchait des scientifiques que pour travailler pour les corporations mêmes que j'essayais d'arrêter. J'ai démarré le moteur et j'ai roulé de l'autre côté de la ville. Je me suis garé sur le parking en gravier d'un dîner local situé près de l'autoroute Inter-État. L'enseigne au néon au-dessus de la porte clignotait. L'intérieur sentait le café rance, la graisse frite et le nettoyant industriel pour sol. Je me suis approché du gérant, un homme à l'air fatigué essuyant la vitrine des tartes, et lui ai demandé s'il embauchait. Il a regardé mes bottes boueuses et mon visage épuisé. Il m'a tendu un tablier et m'a dit que le quart du soir commençait à 16 heures. Ce soir-là, j'ai troqué mon équipement de test des sols contre un bloc-notes taché et un plateau de lourdes tasses en céramique. J'ai servi du pain de viande et du café brûlé aux camionneurs longue distance. J'ai essuyé le ketchup renversé sur les banquettes en vinyle collante. Mes pieds me faisaient mal, mon dos me lançait, et les pourboires se montaient à de la petite monnaie jetée négligemment sur les tables en formica. C'était un travail épuisant et peu glamour. Je ressentais la piqûre de l'humiliation chaque fois qu'un client claquait des doigts pour que je remplisse un verre d'eau. Mais chaque dollar que je glissais dans la poche de mon tablier me rapprochait des 4800 $ dont j'avais besoin pour activer le piège de mon grand-père. J'ai appris que la vraie résilience ne se produit pas dans des discours dramatiques au tribunal. Elle se produit pendant les sacrifices silencieux et douloureux que vous faites quand personne ne regarde. J'ai terminé mon quart après minuit, sentant l'huile de friture, et j'ai roulé jusqu'à la cabane glaciale. J'ai compté mes pourboires à la lumière de la lanterne à pile. C'était une montée misérable et lente vers la liberté. Je savais que je devais garder la tête basse et endurer l'épuisement physique. Ce que je ne savais pas, c'est que mes parents suivaient déjà mes mouvements et qu'ils étaient sur le point d'entrer dans ce dîner pour m'offrir une solution condescendante qui menacerait de me laisser sans abri. À ma 2e semaine de travail au quart du soir, l'épuisement physique est devenu une douleur permanente dans le bas de mon dos. Le dîner sentait la graisse de friteuse rance et le nettoyant industriel à agrumes. Je passais des heures à porter de lourdes assiettes en céramique, à essuyer les banquettes en vinyle collant et à verser du café bon marché pour des voyageurs fatigués. Je gardais la tête basse, me concentrant seulement sur le pot de pourboire qui grossissait lentement dans ma boîte à gants. Je pensais opérer sous le radar. J'ai sous-estimé à quel point mon père surveillait ses passifs. La cloche au-dessus de la porte vitrée d'entrée a tinté à 19 h un mardi soir pluvieux. J'étais debout derrière le comptoir Stratify, dévissant les couvercles des salières en verre. J'ai levé les yeux et me suis figé. Mes parents sont entrés dans la salle à manger. Le décalage visuel était saisissant. Ma mère portait un manteau en cachemire beige et tenait un sac à main en cuir de designer. Mon père portait une veste en laine sur mesure. Il se tenait dans l'entrée, regardant le sol en linoléum usé et les enseignes de bière au néon clignotantes comme s'ils avaient posé le pied sur une planète extraterrestre. Plusieurs camionneurs les ont regardés, reconnaissant la posture distinctive de la richesse avant de retourner à leur repas. Mon père m'a repéré derrière le comptoir. Il n'a pas fait signe. Il a simplement posé une main sur le bas du dos de ma mère et l'a guidée vers une banquette d'angle loin des autres clients. J'ai posé la salière. Mon cœur martelait contre mes côtes, mais j'ai forcé ma respiration à rester régulière. J'ai pris une cafetière fraîche, j'ai pris 2 tasses en porcelaine et je suis allé à leur table. J'ai posé les tasses sur la surface en formica rayée. Je leur ai demandé s'ils voulaient de la crème ou du sucre. Ma mère a regardé mon tablier d'uniforme taché. Un éclair sincère de pitié a traversé ses traits. Elle a tendu la main et a posé sa main manucurée sur mes doigts rugueux et calleux. Elle a dit, « Annie, s'il te plaît assieds-toi un moment. Ça a assez duré. Nous sommes inquiets pour toi. » J'ai retiré ma main, gardant une voix égale. Je lui ai dit que je travaillais un quart et que je ne pouvais pas m'asseoir dans les banquettes. Je leur ai redemandé s'ils voulaient du café. Mon père a fait un geste de la main, rejetant l'offre. Il a croisé les bras sur la table. Il a dit qu'ils n'étaient pas venus pour la nourriture du dîner. Ils étaient venus parce qu'ils avaient entendu parler de ma situation de vie. Il a affirmé que plusieurs personnes en ville avaient mentionné m'avoir vu conduire jusqu'à l'ancienne propriété en front de rivière tard le soir. Ma mère a ouvert son sac à main en cuir. Elle a sorti une enveloppe blanche nette et l'a glissée sur la table collante. Elle m'a regardé avec une profonde préoccupation maternelle.
Elle a dit que cela lui brisait le cœur de voir sa fille vivre dans une cabane pleine de courants d'air sans eau courante, servant du pain de viande à des étrangers pour survivre. Elle m'a dit que je n'avais pas à souffrir pour prouver un point. Elle a dit qu'elle voulait m'aider à me remettre sur pied. J'ai pris l'enveloppe. J'ai ouvert le rabat. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque certifié à mon nom. Le montant imprimé sur la ligne centrale était de 25 000 $. Pour une serveuse survivant avec de la petite monnaie, 25 000 $ est une somme qui change la vie. Cela représentait un appartement chaud, un véhicule fiable et des mois de sécurité financière. C'était un parachute doré offert à quelqu'un se noyant dans une rivière glaciale. J'ai levé les yeux du chèque. Je savais que mes parents ne distribuaient pas la charité sans sécuriser un retour sur investissement. J'ai demandé à mon père ce que coûtait l'argent. Mon père a esquissé un sourire professionnel tendu. Il a plongé la main dans la poche intérieure de sa veste en laine et a sorti une seule feuille de papier légal. Il l'a glissée à côté du chèque de banque. Il m'a dit que c'était juste une formalité administrative standard. Il a expliqué qu'Agrior Solutions exigeait des frontières géographiques claires pour leur permis de zonage corporate. Le document était un acte de renonciation. Il indiquait qu'en échange du don financier, je céderais tous les droits, titres et aisances attachés concernant la parcelle de 2 acres en front de rivière à la succession principale. Ils n'ont pas mentionné la société holding. Ils n'ont pas dit un mot sur les droits d'eau. Ils ont joué le rôle de parents préoccupés essayant de sauver un enfant têtu, présentant la renonciation légale comme un nettoyage clérical mineur. J'ai fixé l'acte de renonciation. J'ai ressenti l'attraction physique de l'argent. J'étais épuisé. Mes bottes étaient trempées par la pluie, et la pensée de retourner dans cette cabane glaciale me remplissait d'effroi. Prendre le chèque résoudrait toutes mes difficultés immédiates dans la vie. Mais j'ai pensé à la carte topographique. J'ai pensé à l'accord de plusieurs millions de dollars suspendus à un fil. 25 000 $ était une fraction de % de ce qu'ils allaient gagner en vendant l'héritage de mon grand-père à une machine industrielle. J'ai pris le chèque de banque. Je l'ai glissé de nouveau dans l'enveloppe blanche, j'ai posé l'enveloppe sur l'acte de renonciation et j'ai poussé les 2 documents de l'autre côté de la table vers mon père. Je lui ai dit que la terre n'était pas à vendre. Le sourire de mon père a disparu. L'illusion de préoccupation parentale s'est évaporée, révélant le gestionnaire froid et calculateur en dessous. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas fait de scène. Il s'est penché en avant, comblant l'espace entre nous, et a lancé une menace pragmatique et sévère. Il a dit, « Tu penses que tu joues à un jeu intelligent, Annie. Tu penses que tenir cette parcelle de terre sans valeur te donne un levier. Laisse-moi t'expliquer comment fonctionne le vrai monde. » Il a tapoté son index contre la table en formica. Il a détaillé la réalité structurelle de mon héritage. Il a noté que la cabane possédait un système électrique exposé, un toit défaillant et aucun réservoir septique moderne. Il m'a informé qu'il avait eu une longue conversation avec l'inspecteur du bâtiment du comté ce matin même. Mon père a gardé un ton glacialement raisonnable. Il a dit qu'il essayait de m'offrir une sortie gracieuse. Si je signais l'acte, je partirais avec du capital et un nouveau départ. Si je refusais, l'inspecteur du bâtiment visiterait la propriété en front de rivière vendredi matin. Le comté citerait la structure pour de graves violations de santé et de sécurité. Il condamnerait la cabane comme impropre à l'habitation humaine. Il m'a regardé directement dans les yeux. Il m'a dit que le conseil municipal saisirait la propriété sous un mandat d'urgence de sécurité publique. Je perdrais la terre. Je perdrais toutes les revendications attachées que je pensais posséder, et je dormirais dans mon camion d'ici le week-end sans aucun actif à mon nom. Ma mère a baissé les yeux sur ses genoux, refusant de croiser mon regard. Elle a laissé la menace tenir. Ils étaient prêts à rendre leur propre fille sans abri pour conclure une transaction immobilière corporate. Ils le justifiaient dans leurs esprits comme de l'amour dur, se convainquant qu'ils me forçaient à abandonner une fantaisie environnementale enfantine. Mon père s'est levé. Il a boutonné sa veste. Il a laissé l'enveloppe et l'acte de renonciation sur la table. Il m'a dit que j'avais jusqu'à jeudi soir pour signer le papier et le déposer au cabinet d'avocat de Gresson. Puis il a escorté ma mère dehors par la porte vitrée sous la pluie nocturne. J'étais seul dans le dîner, tenant la cafetière en verre. Les enjeux avaient entièrement changé. Ce n'était plus une dispute sur une succession. C'était une attaque directe contre mon autonomie et ma survie.
J'ai réalisé que jouer en défense contre un adversaire qui contrôlait l'échiquier municipal était une perte garantie. Je devais passer à l'offensive, et je ne pouvais pas le faire seul. J'avais besoin de quelqu'un qui savait naviguer dans la boue, et je devais le trouver avant que vendredi matin n'arrive. Le matin suivant l'embuscade de mes parents au dîner, je me suis réveillé avant le lever du soleil. La température à l'intérieur de la cabane planait juste au-dessus du point de congélation. Mon souffle formait de légers panaches blancs dans l'obscurité. Je savais que mon père ne faisait pas de menaces vides. Il possédait l'influence locale pour envoyer un inspecteur du bâtiment du comté condamner cette structure vendredi, m'expulsant légalement et saisissant l'encre géographique de la société holding de mon grand-père. J'avais exactement 48 heures pour monter une défense. Je comprenais clairement qu'une analyste des sols ne pouvait pas combattre un assaut légal et municipal coordonné. J'avais déjà perdu 15 000 $ en faisant confiance à un avocat discount qui avait flanché au premier signe de pression. J'avais besoin d'un mercenaire. J'avais besoin d'un avocat qui détestait la machine agricole corporate autant que moi et qui possédait le cran pour se battre salement dans une salle d'audience de comté. J'ai roulé en ville, je me suis garé près de l'ancienne place du palais de justice et j'ai monté 3 étages d'escalier dans un immeuble de briques décolorées. La porte en verre dépoli au bout du couloir indiquait Sarah Jenkins, droit agricole et immobilier. Sarah n'était pas une avocate corporate polie. Elle avait la cinquantaine avancée, portait des pantalons en laine pratique et gardait ses cheveux gris tirés en arrière dans une pince serrée. Elle s'était forgé une réputation formidable sur 2 décennies, représentant des agriculteurs indépendants de l'Iowa contre les saisies par domaine éminent et les extensions de pipeline. Elle était notoire pour être abrasive, sans sentimentalité et brutalement efficace. Je suis entré dans son bureau sans rendez-vous. Son bureau était une montagne chaotique d'actes de propriété et de dossiers de zonage. Elle n'a pas levé les yeux de ses lunettes de lecture. Elle m'a simplement dit qu'elle ne prenait pas de nouveaux clients et m'a demandé de fermer la porte en sortant. J'ai ignoré l'instruction. Je suis allé directement à son bureau, j'ai sorti l'accord d'exploitation original de la société holding de la poche de ma veste et l'ai posé sur ses dossiers. J'ai déclaré mon nom. Je lui ai dit que je possédais les droits d'eau fondamentaux et l'aisance d'accès principal sur un terrain de 800 acres actuellement sous une offre d'achat corporate de 4,5 millions de $ d'Agrior Solutions. Puis je lui ai dit que le juge local avait placé une injonction sur ma revendication et que mon père envoyait un inspecteur condamner ma propriété vendredi. Sarah a arrêté de lire. Elle a abaissé ses lunettes, a regardé les papiers, puis a regardé mes bottes boueuses. Elle a pris l'accord d'exploitation et a commencé à lire le piège légal de mon grand-père. Pendant 10 minutes, le seul son dans le bureau était le bruissement des pages tournées et le bourdonnement d'un radiateur. Quand elle a terminé, elle s'est adossée à sa chaise. Un sourire fin et tranchant a touché les coins de sa bouche. Elle a immédiatement reconnu la brillance de la manœuvre. Elle m'a demandé ce que je voulais accomplir. Je lui ai dit que je voulais honorer l'héritage de mon grand-père. Je voulais empêcher mes parents de vendre la terre à un conglomérat corporate qui empoisonnerait la couche arable et assécherait l'aquifère. Je voulais les vaincre au tribunal et préserver la ferme exactement comme elle l'avait été pendant 70 ans. J'ai parlé avec l'émotion brute et désespérée de quelqu'un défendant sa maison d'enfance. Le sourire de Sarah a disparu. Elle a jeté les papiers de l'autre côté du bureau. Elle m'a dit que j'étais délirante. L'évaluation brutale m'a frappé comme de l'eau froide. Elle n'a offert ni sympathie ni réconfort maternel. Elle a livré un diagnostic clinique de la réalité. Sarah a expliqué que le piège légal était brillant, mais qu'il n'était pas invincible. Une société holding aveugle ancrant les droits d'eau à une cabane pourrissante était un obstacle massif pour une offre d'achat corporate, mais ce n'était pas un bouclier permanent. Elle a détaillé comment Agrior et mes parents réagiraient. Ils ne se rendraient pas. Ils déposeraient des poursuites sans fin contestant la légitimité du transfert. Ils exploiteraient leurs ressources financières infinies pour me saigner à blanc par des motions de divulgation, des frais de justice et des défis de zonage municipal. Elle s'est penchée en avant, verrouillant ses yeux sur les miens. Elle a déclaré que je pouvais bloquer avec succès la vente immédiate, mais que je ne pouvais pas détenir les droits d'eau pour toujours. Si j'essayais de mener une croisade émotionnelle et vertueuse pour sauver toute la ferme, je serais en faillite, sans abri et légalement vaincu en 6 mois. J'ai senti la chaleur familière de la colère monter dans ma poitrine. J'ai argumenté que les documents étaient légalement contraignants. J'ai insisté que j'avais le droit de protéger la terre de ma famille. Sarah m'a coupé.
Elle m'a dit que la terre de ma famille était déjà perdue au moment où le juge de succession avait rejeté le dernier testament. Elle m'a demandé d'abandonner la fantaisie d'être la sauveuse héroïque d'une ferme pastorale. Elle a dit que la seule stratégie viable à l'avenir était d'utiliser la société holding non comme un bouclier mais comme une arme de levier. Elle m'a offert un accord pragmatique dur. Elle a accepté de prendre l'affaire en contingence, ce qui signifiait que je n'aurais pas à la payer à l'avance, ce qui résolvait ma crise financière immédiate. Cependant, elle exigeait un contrôle stratégique absolu. Elle a exigé que je renonce à mon désir de punir personnellement mes parents. Elle a exigé que j'accepte que des morceaux de la ferme seraient inévitablement perdus ou vendus. L'objectif n'était plus de tout sauver. L'objectif était d'obtenir une reddition négociée qui protégeait l'intégrité environnementale du bassin de la rivière tout en sécurisant ma survie financière. J'étais debout devant son bureau, luttant avec mes instincts. Accepter ces termes signifiait accepter une défaite partielle. Cela signifiait reconnaître que la ferme de mon grand-père, telle que je la connaissais, était morte. Cela exigeait un niveau de maturité froide qui ressemblait à une trahison de mon propre deuil. Je voulais me battre par dépit. Je voulais voir mon père tout perdre. Mais j'ai pensé à l'inspecteur du bâtiment arrivant vendredi. J'ai pensé à l'épuisement physique du dîner, aux nuits glaciales et à l'isolement écrasant. J'ai réalisé que m'accrocher à une fantaisie romantisée aboutirait à une destruction totale. Si je voulais survivre à cette guerre, je devais arrêter d'agir comme une fille blessée et commencer à agir comme un adversaire corporate. J'ai pris une lente inspiration, avalant ma fierté. J'ai regardé Sarah et j'ai accepté ses termes. Sarah a hoché la tête une fois, satisfaite. Elle a sorti un bloc-notes frais de son tiroir. Elle a dit, notre premier objectif était de survivre à l'embuscade municipale prévue pour vendredi. Nous devions neutraliser l'inspecteur du bâtiment et forcer le comté à reconnaître mon statut légal. Nous avons passé les 4 heures suivantes à cartographier une contre-offensive. Je suis sorti de son bureau avec un étrange mélange de soulagement et de lourd chagrin. J'avais sécurisé une alliée puissante, mais le coût émotionnel de la stratégie signifiait que la confrontation imminente dépouillerait les dernières illusions que je gardais sur ma famille. Nous nous dirigions droit vers une arène publique et mon père se préparait à démonter mon caractère devant toute la ville. Vendredi matin, un camion municipal blanc a crissé sur le chemin de gravier menant à la propriété en front de rivière. J'étais debout sur le porche affaissé tenant une tasse de café noir, regardant un homme en gilet de sécurité jaune fluorescent sortir dans le givre. Il portait un clipboard et un rouleau de ruban industriel rouge. L'inspecteur n'a pas établi de contact visuel. Il a fait le tour de la cabane, photographiant les fondations pourrissantes, le puits à pompe non autorisé et le conduit électrique exposé près du générateur. Il opérait avec l'efficacité terne d'un bureaucrate traitant de la paperasse de routine. Quand il a terminé, il a monté les marches du Porsche, m'a tendu une copie carbone de la citation et a collé une bande de ruban rouge vif sur la porte d'entrée. La citation listait 14 violations structurelles et sanitaires. Attachée au dos se trouvait une notice préliminaire de domaine éminent. Le comté avait l'intention de saisir les 2 acres sous un mandat de développement agricole public. J'avais exactement 14 jours pour quitter les lieux avant que le shérif n'arrive pour faire respecter la condamnation. Mon père avait tenu sa promesse. J'ai conduit la citation directement au bureau de Sarah. Elle a examiné les papiers marqués de rouge sans ciller. Elle m'a dit que c'était la procédure standard pour un conseil de zonage motivé cherchant à apaiser une base fiscale corporate. L'audience publique pour contester officiellement l'expulsion était prévue pour mardi soir à l'annexe municipale. Sarah a donné des instructions strictes. Elle m'a ordonné de porter un costume conservateur, de m'asseoir sur la chaise pliante et de garder la bouche fermée. Elle m'a averti que mon père tenterait de contrôler le récit, et que toute explosion émotionnelle de ma part scellerait mon sort. Mardi soir est arrivé avec un vent mordant qui secouait les fenêtres de l'hôtel de ville. La réunion a eu lieu dans un gymnase polyvalent qui sentait la cire à parquet et la laine humide. Le conseil de zonage se composait de 5 figures locales, un propriétaire de quincaillerie, un directeur de banque à la retraite, un courtier d'assurance, un directeur d'école secondaire et le maire. C'étaient des hommes et des femmes qui voyaient la ville rétrécir chaque année alors que les fermes indépendantes faisaient faillite. J'étais assise à côté de Sarah au 2e rang. Mes parents étaient assis près de l'avant. Ma mère portait une robe sombre discrète. Mon père portait un blazer en tweed. Ils ressemblaient à des piliers de la communauté. Quand l'ordre du jour est arrivé à la parcelle en front de rivière,
le président du conseil a invité les commentaires du public. Mon père s'est levé, a ajusté sa veste et s'est dirigé vers le pupitre. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas semblé en colère. Il a parlé avec le rythme mesuré et apaisant d'un leader civique s'adressant à une difficulté communautaire difficile. Il a regardé les 5 membres du conseil et a parlé de la réalité économique de l'Iowa rural. Il a cité les budgets scolaires en déclin, les infrastructures se détériorant et le manque d'emploi décent pour les seniors diplômés. Puis il a présenté l'offre d'achat d'Agrior Solutions. Il a décrit le conglomérat comme une bouée de sauvetage économique. Il a vanté l'injection de 4 millions de dollars dans l'économie locale, les taxes foncières qui financeraient le service d'incendie et l'emploi stable que l'installation corporate fournirait. Les membres du conseil se sont penchés en avant. Le propriétaire de la quincaillerie a hoché la tête en accord. Ayant sécurisé leur intérêt financier, mon père a pivoté vers sa fille. Il s'est légèrement tourné, permettant à son regard de tomber sur moi. Son expression s'est adoucie en un masque de profond chagrin paternel. Il s'est adressé de nouveau au micro. Il a dit au conseil que la mort de mon grand-père avait été un coup dévastateur pour notre famille. Il a expliqué que je luttais pour traiter le deuil. Il a caractérisé mon refus de quitter la cabane condamnée comme une tragique dépression émotionnelle. Il a dit qu'Annie s'accroche à un morceau de terre parce qu'elle pense que cela gardera son grand-père en vie. Nous avons essayé de lui obtenir de l'aide. Nous lui avons offert un don financier substantiel pour qu'elle se relocalise dans un environnement sûr. Elle a refusé. Elle vit sans chauffage ni eau courante en essayant de bloquer un projet agricole qui sauvera ce comté. Je demande au conseil de procéder à la condamnation non pour punir ma fille, mais pour la protéger de sa propre irrationalité et pour permettre à cette ville d'avancer. Un murmure bas d'accord sympathique a parcouru les chaises pliantes. Les résidents assis autour de moi ont lancé des regards obliques remplis de pitié et de jugement. J'ai agrippé le bord de mon siège jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans mes paumes. Mon père avait réussi à weaponiser mon deuil. Il avait peint sa cupidité corporate comme un devoir civique et il avait encadré ma résistance comme une crise de santé mentale. C'était une performance magistrale et dévastatrice. Sarah s'est levée. Elle s'est approchée du pupitre armé de statuts de propriété et de précédents légaux. Elle a argumenté que le comté outrepassait son autorité de domaine éminent pour faciliter une transaction corporate privée. Elle a cité la documentation de la société holding et a averti le conseil d'une litige au niveau de l'État imminent s'il saisissait la terre. Ces arguments étaient juridiquement solides, mais la salle avait déjà rendu un verdict. La loi ne signifiait rien contre la promesse d'une base fiscale de plusieurs millions de dollars. Le président du conseil a coupé Sarah au milieu d'une phrase. Il l'a poliment remerciée pour son apport, a déclaré que le conseil avait le devoir de prioriser la survie économique de la municipalité et a frappé son maillet en bois contre le bloc. Le conseil a maintenu l'avis d'expulsion de 14 jours en attendant un examen final à la fin du mois. La réunion a été ajournée. Mes parents ont remonté l'allée en acceptant des poignées de main sympathiques des propriétaires d'entreprises locales. Ils ne m'ont même pas regardé en passant. Je suis sorti dans le parking glacial, la piqûre de l'humiliation publique brûlant dans ma gorge. Sarah marchait à côté de moi, son expression sombre. Elle m'a dit que la défense légale avait échoué parce que nous menions une guerre sociale avec des statuts de propriété. Nous ne pouvions pas gagner un concours de popularité contre un adversaire offrant un sauvetage financier à une ville mourante. Elle a dit que nous avions besoin d'un type différent de munitions. Nous avions besoin d'une menace qui effrayait la ville plus que la pauvreté. J'ai roulé jusqu'à la cabane marquée de rouge. Le vent hurlait à travers les fissures du bois. Il me restait moins de 12 jours avant que le shérif n'arrive avec des cadenas. Je me suis assise sur le canapé décoloré et j'ai regardé la boîte forte en métal reposant sur le sol. J'ai sorti la lettre de mon grand-père et j'ai relu l'écriture anguleuse. J'ai réalisé que quelque chose de crucial manquait à l'équation. Mon grand-père était un homme silencieux, mais il n'était pas vindicatif. Il n'aurait pas établi une société holding complexe uniquement pour gêner son fils. Il n'aurait pas risqué la ferme juste pour prouver un point. Il devait y avoir une raison structurelle pour laquelle il voulait empêcher Agrior de toucher le sol. Je suis allé à la caisse en bois où j'avais empilé ses vieux journaux agricoles et ses registres reliés en cuir. Si je ne pouvais pas battre mon père avec la sympathie publique, je devais découvrir pourquoi cette offre d'achat corporate spécifique terrifiait un homme qui avait géré la terre pendant 70 ans. La réponse était enterrée quelque part dans ces pages, et la découvrir était ma seule chance d'inverser l'horloge des 14 jours.
Le ruban d'expulsion rouge collé à la porte d'entrée brillait sous le faisceau de ma lampe de poche. Il me restait 11 jours. J'ai passé le week-end à démanteler la vie de mon grand-père. J'étais assise sur le sol de la cabane entourée de 50 ans d'histoire agricole. Il y avait des boîtes en carton remplies de reçus de semences, de registres d'entretien pour des tracteurs qui avaient depuis longtemps rouillé en ferraille et des cahiers à spirale documentant les mesures de précipitation remontant à la fin des années 70. J'ai trié la montagne de papier heure après heure, cherchant la logique derrière le piège de la société holding. Le dimanche après-midi, j'ai trouvé un registre en cuir noir coincé au fond d'un bac de rangement en plastique. Il était différent des journaux agricoles quotidiens. Les pages étaient remplies de correspondances dactylographiées entre mon grand-père et une firme indépendante d'hydrologie basée en Illinois. Les lettres dataient d'il y a 4 ans, juste au moment où Agrior Solutions avait commencé à acheter agressivement des fermes indépendantes dans les comtés voisins. J'ai lu la correspondance attentivement. Mon grand-père avait remarqué une tendance inquiétante dans les comtés où Agrior établissait leurs méga-fermes. La qualité de l'eau locale avait chuté. Il avait embauché la firme de l'Illinois pour mener une étude privée localisée sur l'impact environnemental de l'agriculture corporate, spécifiquement sur le bassin de Mud Creek. Glissé à l'arrière du registre se trouvait le rapport final d'hydrologie. C'était un document technique de 40 pages rempli de graphiques de densité des sols et de cartographie souterraine. La conclusion du rapport était glaçante. Les 800 acres de la ferme familiale se trouvaient directement au-dessus d'une section peu profonde et hautement perméable de l'aquifère régional. Ce réservoir souterrain alimentait l'eau potable de notre ville et de 3 municipalités environnantes. Mon grand-père gérait la terre en utilisant des techniques de labour superficiel et une rotation des cultures organiques qui maintenaient les structures racinaires intactes et filtraient l'eau de pluie avant qu'elle n'atteigne l'aquifère. Agrior Solutions utilisait une méthodologie drastiquement différente. Le rapport détaillait leurs procédures opérationnelles standards. Ils employaient des machines de labour profond qui détruisaient la couche de filtration naturelle de la couche arable. Ils saturaient la terre avec des engrais azotés synthétiques hautement concentrés et des pesticides industriels pour maximiser le rendement saisonnier. L'hydrologue a calculé le calendrier de contamination avec une précision clinique. Compte tenu de la profondeur peu élevée de l'aquifère sous notre superficie spécifique, le ruissellement chimique lourd d'une opération corporate briserait l'approvisionnement en eau souterraine en 7 à 10 ans. Si Agrior achetait la ferme et mettait en œuvre ces pratiques standards, ils empoisonneraient effectivement l'eau potable pour 20 000 personnes. Mon grand-père n'avait pas séparé les droits d'eau par dépit. Il n'avait pas construit une société holding pour gêner mon père ou sécuriser un paiement financier. Il avait construit le piège pour protéger la ville. Il savait que le conseil de zonage vendrait au plus offrant. Alors il avait créé un point de strangulation géographique qui empêchait la corporation d'amener leurs produits chimiques près du front de rivière. J'ai posé le rapport sur les planchers. L'air à l'intérieur de la cabane semblait plus lourd. Les enjeux avaient changé d'une dispute familiale amère sur un héritage à une bataille pour la survie environnementale d'une communauté entière. Je possédais enfin les munitions pour détruire le récit public de mon père. Il s'était tenu devant le conseil de zonage en promettant un salut économique. Je détenais la preuve que son accord corporate livrerait une catastrophe de santé publique. J'ai roulé en ville tôt lundi matin et j'ai placé le rapport d'hydrologie sur le bureau de Sarah. Elle a lu la conclusion 2 fois. Elle n'a pas souri. Elle a retiré ses lunettes et s'est frotté les tempes. Elle m'a dit que la découverte changeait entièrement le champ de bataille légal, mais qu'elle présentait aussi un cauchemar logistique massif. Sarah a expliqué que le rapport de l'Illinois avait 4 ans et avait été commandé en privé par un propriétaire décédé. Si nous entrions dans une salle d'audience et essayions de l'utiliser pour bloquer une offre d'achat corporate de 4 millions de dollars, l'équipe juridique d'Agrior déchirerait le document en 10 minutes. Ils argumenteraient que les données étaient obsolètes, biaisées et scientifiquement non pertinentes. Le juge rejetterait les preuves avant le déjeuner. Elle s'est penchée sur son bureau. Elle a déclaré que pour obtenir une injonction environnementale d'urgence capable d'arrêter l'expulsion municipale, nous avions besoin d'une preuve fraîche et indéniable. Nous avions besoin d'une étude géologique certifiée mise à jour menée par une autorité d'État reconnue. Nous avions besoin d'une équipe de géologie universitaire pour prélever des carottes, analyser la perméabilité moderne du sol et confirmer officiellement le calendrier de contamination. Je lui ai demandé combien de temps prenait une étude certifiée par l'État. Elle a vérifié un calendrier sur son bureau. Elle a dit que les études académiques standards nécessitaient des mois de planification, d'approbation de permis et d'analyse en laboratoire.
Je lui ai rappelé que nous avions 10 jours avant que le shérif n'arrive avec des cadenas. Sarah m'a regardé avec une expression sombre. Elle a dit que nous n'avions pas le temps de passer par les canaux académiques officiels. Nous avions besoin d'une équipe professionnelle prête à contourner la paperasse bureaucratique, à mobiliser un équipement de forage lourd en 48 heures et à traiter les données du sol pendant la nuit. Elle m'a dit que trouver une firme de cartographie environnementale certifiée prête à abandonner ses contrats commerciaux pour mener une étude accélérée hors livre pour une serveuse face à une expulsion était fonctionnellement impossible. Je me suis levé de la chaise. Je connaissais exactement une personne qui possédait l'autorité technique, l'équipement et la certification d'État pour exécuter l'étude. Il travaillait comme directeur senior de cartographie pour une firme environnementale à Des Moines. C'était aussi l'homme qui avait fait ses valises et était sorti de la cabane un mois plus tôt, me disant que je gâchais ma vie pour de la terre sentimentale. Sarah m'a demandé si j'avais un contact dans l'industrie. J'ai hoché lentement la tête, redoutant l'appel téléphonique que j'étais sur le point de passer. Je lui ai dit que je connaissais quelqu'un qui pouvait obtenir les données, mais lui demander une faveur signifiait rouvrir une plaie que j'essayais désespérément de garder fermée. Je savais qu'extraire cette étude exigerait de négocier une limite personnelle douloureuse, et que le coût pour sécuriser la preuve environnementale pourrait détruire définitivement ce qui restait de ma relation passée. J'étais assise dans la cabine de mon camion, agrippant le volant. Le chauffage luttait pour pousser de l'air chaud contre le pare-brise givré. Je fixais l'écran de mon téléphone. J'avais supprimé ses coordonnées il y a un mois, mais mes doigts se souvenaient encore des chiffres. J'ai composé le numéro, sentant un lourd nœud se former dans ma gorge. La ligne a sonné 3 fois. Marc a répondu. Sa voix semblait professionnelle et réservée. Il n'avait pas l'air content d'entendre parler de moi. Je n'ai pas perdu de temps en politesse ou en excuses. Je savais que cela ne semblerait que manipulateur. Je lui ai dit que j'avais besoin d'embaucher sa firme de cartographie environnementale pour un contrat d'urgence. Je lui ai expliqué que je nécessitais une étude géologique certifiée de la parcelle en front de rivière et que j'avais besoin des carottes traitées en 48 heures. Marc a laissé échapper un souffle lent et aigu. Il m'a dit que les études commerciales accélérées coûtaient des milliers de dollars et nécessitaient des semaines de permis municipaux. Il m'a demandé pourquoi je poussais pour une carte géologique d'une propriété condamnée. Je lui ai expliqué le contenu de l'ancien registre de mon grand-père. J'ai détaillé la société holding, les droits d'eau cachés et le rapport d'hydrologie de l'Illinois. Je lui ai dit qu'Agrior avait l'intention de déployer des machines de labour profond et de l'azote synthétique sur l'ensemble de l'arpentage. Je lui ai expliqué comment la profondeur peu élevée de l'aquifère signifiait que le ruissellement corporate contaminerait l'approvisionnement en eau potable municipale pour 20 000 résidents. Je lui ai dit que j'avais le mécanisme légal pour arrêter le transfert immobilier, mais que je manquais des données scientifiques modernes requises pour exécuter le piège devant un tribunal. Marc était un scientifique avant tout. Il comprenait les mathématiques écologiques dévastatrices du ruissellement industriel. Il a écouté tranquillement pendant que je décrivais la catastrophe imminente. Quand j'ai terminé, un long silence s'est étiré sur la connexion cellulaire. Marc a parlé avec un calme détaché et définitif. Il a accepté de mobiliser une équipe squelettique. Il a dit qu'il pouvait utiliser une faille académique pour contourner le processus de permis local en enregistrant l'extraction de carottes comme une étude de recherche universitaire indépendante. Il a promis de livrer un rapport PDF certifié par l'État avant l'expiration de mon délai d'expulsion. Puis il a posé ses conditions. Il a dit, « Annie, je fais ça parce que ton grand-père était un homme bien qui traitait la terre avec respect. Je fais ça pour protéger le bassin versant. Je ne fais pas ça pour toi. Ne confonds pas cette faveur professionnelle avec une réconciliation personnelle. Nous ne nous remettons pas ensemble. Tu as rendu tes priorités claires quand tu as choisi ta colère plutôt que notre vie. Nous sommes finis. » Les mots ont atterri avec l'impact mécanique précis d'une porte de coffre se fermant. Il n'y avait pas de place pour le débat. Il n'y avait pas d'ouverture pour des excuses larmoyantes. Il a tracé une limite ferme et inflexible. Pour sécuriser les munitions dont j'avais besoin pour sauver la ville, je devais formellement accepter la mort permanente de ma relation amoureuse. Le coup de mon obsession précédente était enfin gravé dans la pierre. J'ai avalé la douleur amère dans ma poitrine. J'ai gardé une voix stable. Je lui ai dit que je comprenais ses termes et les remercier pour son aide. Le matin suivant, une camionnette commerciale blanche a roulé sur le chemin d'accès en terre et s'est garée près de la cabane pourrissante. Le ciel était un gris plat pâle.
Marc est sorti portant une veste haute visibilité et de lourdes bottes de travail. Il a amené 2 techniciens avec lui. Ils n'ont pas offert de salutations chaleureuses. Ils ont opéré avec une efficacité impitoyable. Ils ont déchargé une foreuse hydraulique portable de l'arrière de la camionnette. Le moteur à essence a rugi, brisant l'air calme du matin. Les techniciens ont enfoncé des tubes en acier creux profondément dans la terre gelée, extrayant de longues colonnes cylindriques de sol et de roche-mère. Marc se tenait près de la berge de la rivière, enregistrant les coordonnées GPS et cataloguant les strates de sol sur une tablette numérique. Je le regardais travailler depuis le porche en bois affaissé. Nous avions passé 2 ans à partager des dîners tranquilles, à naviguer dans de mauvaises journées et à planifier un avenir partagé. Maintenant il se tenait à 30 pieds de distance, me traitant comme une cliente corporate anonyme. Quand il avait besoin que je signe les formulaires de chaîne de custodie pour les échantillons de sol, il me tendait le clipboard sans établir de contact visuel. Ses doigts ne touchaient jamais les miens. La distance physique entre nous semblait insurmontable. Ils ont terminé l'extraction en milieu d'après-midi. Ils ont emballé les tubes en acier dans des caisses rembourrées, ont rechargé la foreuse dans la camionnette et ont sécurisé les portes. Marc est monté jusqu'au bord des marches du porche. Il a déclaré que le laboratoire effectuerait les tests de perméabilité pendant la nuit. Il a promis d'envoyer les résultats certifiés directement à mon avocate avant l'aube. Il s'est retourné, est monté dans le siège conducteur et est parti. J'étais seul sur le porche, regardant les feux arrière disparaître dans la lisière des arbres. La victoire semblait creuse. J'avais sécurisé les données environnementales, mais la réalité peu glamour de mon succès signifiait que j'étais maintenant vraiment seul. À 6 heures le matin suivant, mon téléphone a sonné avec une notification d'email de Sarah. Elle m'avait transféré le rapport géologique certifié par l'État. J'ai ouvert la pièce jointe. Le sceau de l'université était en haut de la page de titre. L'analyse de laboratoire moderne vérifiait chaque calcul de l'ancien registre de mon grand-père. Le rapport concluait que la couche de filtration naturelle au-dessus de l'aquifère était dangereusement mince. Si Agrior appliquait son volume standard de pesticides industriels et d'engrais synthétiques, le ruissellement toxique briserait la nappe phréatique en précisément 7,4 ans. La contamination serait irréversible. Mon grand-père avait raison. Mon père vendait une pilule empoisonnée à ses propres voisins. J'ai roulé au bureau de Sarah avec une copie imprimée des résultats. L'horloge d'expulsion était descendue à 6 jours. Nous possédions enfin les munitions certifiées requises pour détruire l'offre d'achat corporate. Cependant, Sarah a souligné un problème stratégique crucial. Nous ne pouvions pas apporter ce rapport au conseil de zonage local. Les juges et conseillers locaux étaient déjà compromis par la promesse des revenus fiscaux du conglomérat. Si nous déposions l'injonction au palais de justice municipal, le juge Harrison enterrerait les preuves sous des retards procéduraux jusqu'à ce que le shérif me jette hors de la propriété. Nous devions contourner entièrement la corruption locale. Nous devions sortir le champ de bataille de la juridiction de mon père et escalader la guerre à un niveau qu'il ne pouvait pas contrôler. Nous devions tendre un piège si dévastateur que les cadres corporates se retourneraient contre mes parents au moment où ils entreraient dans leur réunion de clôture finale. Sarah a claqué le rapport géologique certifié sur son bureau. Le craquement sec du papier a résonné dans son bureau exigu. Nous avions l'arme, mais une arme est inutile si elle est tirée en territoire ennemi. Nous savions tous les deux que les tribunaux municipaux locaux étaient truqués contre nous. Si nous déposions une motion auprès du juge Harrison, il accorderait à mon père un sursis administratif, étouffant efficacement les données environnementales jusqu'à ce que mon expulsion soit finalisée. Sarah a décrit la nouvelle stratégie. Elle a expliqué que les juges locaux ont juridiction sur le zonage immobilier, mais qu'ils n'ont pas l'autorité pour annuler le département des ressources naturelles de l'État. Le DNR opère comme une agence d'application indépendante depuis 2 mois. Il répondait aux mandats environnementaux de l'État, pas aux bases fiscales agricoles locales. Nous avons passé les 12 heures suivantes à rédiger un instrument légal spécialisé connu sous le nom d'injonction de protection environnementale d'urgence. La préparation exigeait une précision clinique et épuisante. J'étais assise à côté de Sarah, recoupant l'accord d'exploitation de la société holding avec les nouveaux graphiques de perméabilité du sol. Nous avons cartographié les coordonnées GPS exactes des routes d'accès corporate directement sur les points les plus peu profonds de l'aquifère souterrain. Nous avons rédigé une pétition de 30 pages démontrant explicitement qu'un transfert immobilier imminent à Agrior Solutions constituait une menace imminente et irréversible pour un approvisionnement en eau publique.
Parce que mon grand-père avait séparé les droits d'eau dans la société holding, je détenais le statut légal en tant que partie prenante de propriété adjacente pour déposer l'injonction contre la succession principale. Nous avons structuré la pétition de sorte que le DNR placerait un gel dur sur l'ensemble des 800 acres. Si l'État acceptait les données, aucun tracteur ne pourrait retourner le sol, aucun produit chimique ne pourrait être pulvérisé, et aucun acte commercial ne pourrait être transféré jusqu'à ce qu'un examen environnemental de 10 ans se termine. Pendant que nous construisions une guillotine légale dans un immeuble de briques décolorées, mes parents célébraient leur victoire perçue à 50 miles de là. Les détails de leur arrogance me sont parvenus par le téléphone arabe de la petite ville. Brenda, la greffière du comté qui avait traité mes premiers papiers, était une cliente régulière au dîner où je travaillais encore les quarts du soir. Elle s'est assise dans ma section mercredi soir en sirotant un café décaféiné et a tranquillement relayé les derniers ragots du circuit du country club. Mon père et ma mère avaient réservé la salle de banquet au golf local pour le week-end suivant. Ils avaient envoyé des invitations embossées au maire, aux membres du conseil de zonage et à leurs voisins riches. Ils avaient encadré la réunion comme un événement à double objectif. C'était une célébration de retraite et une fête d'adieu. Ils avaient déjà embauché un liquidateur de succession pour vider les meubles anciens de mon grand-père de la ferme principale. Ils avaient sécurisé un camion de déménagement pour transporter leurs biens de luxe vers le condominium impeccable à Naples, en Floride. Ils opéraient sous l'illusion confortable que j'étais vaincu. Ils croyaient que le ruban d'expulsion rouge collé à la porte de la cabane neutralisait mon levier. Ils pensaient que le chèque de 25 000 $ qu'ils m'avaient offert était une branche d'olivier généreuse que j'avais stupidement repoussée. Ils voyaient la réunion de clôture corporate imminente vendredi matin comme une simple formalité administrative. Le contraste entre leur réalité et la mienne a resserré la tension dans ma poitrine à chaque heure qui passait. Ils choisissaient des arrangements floraux pour une gala de retraite. Je mangeais du pain grillé rassis sur un poêle à bois, calculant l'exact moment où un conglomérat corporate réaliserait qu'on leur avait vendu de la terre empoisonnée. Jeudi matin, Sarah a conduit les documents physiques au siège du DNR dans la capitale de l'État. Elle ne les a pas postés. Elle a marché avec la pétition directement dans le bureau du directeur de la division d'application. Elle a exploité sa réputation de 20 ans en tant que plaideuse agricole intransigeante pour forcer le directeur à lire l'étude géologique pendant qu'elle attendait dans le hall. Les régulateurs de l'État ont reconnu une crise de santé publique quand ils ont vu les données universitaires certifiées. Ils n'ont pas hésité. Le directeur du DNR a signé l'injonction de protection d'urgence à 15 h cet après-midi-là. L'ordre plaçait un gel immédiat et non négociable sur toute activité commerciale et tout transfert immobilier impliquant la propriété de mon grand-père. Sarah m'a appelé depuis la route. La connexion crépitait sur la radio du camion. Elle a confirmé que nous avions l'injonction en main. Le piège était tendu, chargé et amorcé pour détonner. Elle a donné nos ordres de marche finaux. La réunion de clôture entre mes parents et les cadres d'Agrior était prévue pour 9 h vendredi matin au bureau du centre-ville d'Attorney-Gresson. Mon père s'attendait à signer les actes de transfert finaux et à partir avec un virement de plusieurs millions de dollars. Il s'attendait à contourner les droits d'eau manquants en présentant l'ordre de condamnation du comté prouvant que ma cabane était légalement saisie et que l'encre de la société holding était détruite. Sarah m'a instruite de porter un costume sombre, de la retrouver au garage de stationnement du cabinet d'avocat du centre-ville à 8 h 45, et de me préparer à entrer en territoire hostile. J'ai raccroché. J'étais debout sur le porche affaissé de la propriété en front de rivière. Le vent fouettait à travers les chênes dénudés. La pompe à main rouillée grinçait dans l'air froid. Cette parcelle de terre misérable et en décomposition m'avait coûté mes économies, mon confort et ma relation. Elle m'avait forcé à frotter les tables du dîner et à endurer une humiliation publique. Mais la souffrance avait servi son objectif. Elle avait dépouillé mes illusions naïves et m'avait appris à mener une guerre en utilisant le levier plutôt que l'émotion. J'ai emballé les documents de la société holding dans mon sacoche en cuir. Mes parents étaient sur le point de s'asseoir dans une salle de conseil, s'attendant pleinement à finaliser un sauvetage corporate lucratif. Ils n'avaient aucune idée qu'ils marchaient dans une embuscade qui briserait leur avenir financier devant un public qu'ils ne pouvaient pas contrôler. La collision était inévitable, et j'étais prête à regarder leur arrogance brûler. La porte de l'ascenseur s'est ouverte au 14e étage. Sarah et moi avons posé le pied sur l'épaisse moquette du cabinet d'avocats Gresson et Vance. La climatisation bourdonnait, dégageant une odeur d'ozone et de café coûteux, exactement comme il y a un mois quand l'avocat de succession m'avait remis une clé rouillée et m'avait dit que j'étais effacé.
Je portais un costume en laine anthracite que j'avais acheté dans un magasin d'occasion et fait tailler spécifiquement pour ce matin. Sarah portait ses pantalons en laine pratique standard. Nous avons contourné le bureau de la réception entièrement. Nous n'avons pas demandé la permission. Nous avons marché dans le couloir vitré vers la salle de conférence principale. À travers les murs transparents, j'ai vu les joueurs assemblés autour de la longue table en acajou. Mon père était assis en tête de table. Il portait un costume bleu marine net projetant l'aura d'un cadre réussi concluant un accord patrimonial. Ma mère était assise à côté de lui, examinant une brochure brillante présentant des plans d'étage pour des condominiums en Floride. De l'autre côté du bois était assis Blake, le directeur des acquisitions régionales pour Agrior Solutions, accompagné de 2 avocats corporate silencieux. Gresson se tenait près d'un projecteur numérique tenant une épaisse pile d'actes de transfert finalisés. L'atmosphère dans la pièce était détendue, triomphante et riche. Sarah a poussé les lourdes doubles portes sans frapper. La conversation s'est arrêtée abruptement. 5 paires d'yeux se sont tournés vers l'entrée. L'intrusion visuelle a brisé le rythme corporate de la pièce. Ma mère a haleté doucement, sa main laissant tomber la brochure. Mon père s'est levé. L'exécutif détendu a disparu instantanément, remplacé par un homme hérissé d'autorité défensive. Il a pointé un doigt vers la porte. Il a exigé de savoir comment nous avions contourné la sécurité. Il a instruit Gresson d'appeler les gardes de l'immeuble et de nous faire escorter hors du bâtiment. Il a déclaré que c'était une session commerciale fermée et que nous commettions une intrusion. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas imité sa posture agressive. Je suis allé au bord de la table en acajou, gardant une posture rigide et professionnelle. J'ai informé mon père qu'en tant que directrice générale unique de la société holding possédant les aisances d'accès principal sur la propriété actuellement en négociation, j'étais une partie prenante requise dans cette transaction. Blake a froncé les sourcils. Il a regardé mon père, puis m'a regardé. L'exécutif corporate s'est souvenu de la divergence d'études de sa réunion précédente. Il a demandé à mon père si le problème de la société holding avait été résolu. Mon père a redressé les épaules. Il a tenté de projeter un calme contrôle. Il a dit à Blake que la société holding n'était pas un problème. Il a expliqué que l'ancre géographique pour les droits d'eau était une structure condamnée sur un terrain dangereux. Il a déclaré que le comté avait déjà émis un avis d'expulsion de 14 jours et saisissait la parcelle par domaine éminent d'ici la fin de la semaine. Il a assuré au cadre d'Agrior que la municipalité annulerait la revendication de la société holding dès que le shérif finaliserait la condamnation. Il m'a regardé avec un rictus froid et triomphant. Il m'a dit que ma tentative d'extorsion avait échoué au conseil de zonage et que je m'embarrassais devant des gens sérieux. Sarah s'est avancée. Elle n'a pas crié. Elle a opéré avec l'efficacité clinique létale d'un chirurgien faisant une incision. Elle a ouvert sa mallette en cuir. Elle a sorti une épaisse pile de documents reliés par une lourde pince métallique. La page du haut portait le sceau embossé du département des ressources naturelles de l'État. Elle a laissé tomber la pile au centre de la table en acajou. Le lourd bruit sourd a résonné contre les murs de verre. Elle s'est adressée directement au directeur des acquisitions d'Agrior. Elle a entièrement ignoré mon père. Sarah a déclaré que les conseils de zonage municipaux ne possèdent pas la juridiction pour annuler les mandats environnementaux au niveau de l'État. Elle a expliqué qu'elle avait déposé une injonction d'urgence auprès du directeur du DNR à Des Moines hier après-midi. Elle a glissé l'étude géologique certifiée par l'université sur le bois poli, l'arrêtant à quelques centimètres des mains de Blake. Elle a dit à Blake que les données du sol confirmaient que les 800 acres se trouvaient au-dessus d'une section hautement perméable de l'aquifère régional. Elle a détaillé le calendrier exact de contamination. Si Agrior appliquait son volume standard d'azote synthétique et de machines de labour profond, le ruissellement toxique briserait l'approvisionnement en eau potable pour 20 000 résidents en 7 ans. Le visage de mon père a viré à un cramoisi profond et furieux. Il a claqué sa paume contre la table. Il a crié que les données géologiques étaient fabriquées. Il a qualifié l'injonction de tactique de retard frauduleuse et désespérée. Il a exigé que Gresson rédige une motion de contre immédiatement pour frapper le dépôt du DNR. Gresson a pris les papiers. Il a ajusté ses lunettes et a lu le sceau de l'État, les signatures autorisées et les tampons de certification universitaire. La couleur a quitté le visage de l'avocat de succession. Il a regardé mon père et a lentement secoué la tête. Il a reconnu un instrument légal à l'épreuve des balles quand il en voyait un. Sarah s'est penchée sur la table,
appuyant ses mains contre le bois. Elle a porté le coup fatal au cadre corporate. Elle a informé Blake que l'injonction était actuellement active. Le DNR avait placé un gel non négociable sur l'ensemble de la propriété. Elle a expliqué les conséquences légales si Agrior procédait à l'achat de 4,5 millions de dollars aujourd'hui, au moment où la corporation acquérait l'acte, ils assumeraient une responsabilité totale pour la catastrophe environnementale imminente. Elle a promis que si un seul tracteur commercial retournait le sol, elle déposerait une action collective au nom des municipalités voisines qui gèleraient les opérations régionales du conglomérat pendant une décennie et coûteraient des dizaines de millions à leurs actionnaires en dommages. Elle a regardé Blake dans les yeux. Elle lui a demandé si acheter un passif toxique était un investissement corporate judicieux. Le silence qui a suivi était suffocant. Ma mère fixait l'injonction de l'État, ses mains tremblant. La réalité de la situation a percé son déni. La retraite en Floride, la fête d'adieu au country club, le virement de plusieurs millions de dollars. Tout s'évaporait en temps réel. Mon père était figé en tête de table. Sa mâchoire travaillait silencieusement. Les connexions municipales, les faveurs du Golfe et les menaces d'expulsion brutale étaient totalement inutiles contre un mandat environnemental de l'État soutenu par des données universitaires certifiées. Il avait passé toute sa vie à gérer les risques et à écraser les vulnérabilités. Mais il n'avait pas anticipé que la fille qu'il avait rejetée possédait le cran pour construire un piège capable de détruire un conglomérat. L'illusion s'est brisée. La pièce n'appartenait plus à mes parents. Le contrôle s'est entièrement déplacé vers les cadres corporate assis de l'autre côté de la table. Et ces cadres étaient sur le point de démontrer un niveau de cruauté sans sentimentalité que mon père ne pouvait pas comprendre. Blake, le directeur des acquisitions régionales pour Agrior Solutions, n'a pas paniqué. Il n'a pas élevé la voix ni argumenté sur les lois de zonage municipal. Il opérait dans un monde régi strictement par l'évaluation des risques et la responsabilité des actionnaires. Il a pris l'étude géologique certifiée, scannant les graphiques de perméabilité et les tampons universitaires avec le calcul froid d'un actuaire examinant un certificat de décès. Il a tourné la page vers l'injonction du DNR. Il a lu la signature du directeur d'application de l'État. Il a immédiatement compris la réalité mécanique du piège. Blake a reposé les documents sur la table en acajou. Il a fermé son portfolio en cuir. Il a détourné son attention de Sarah et s'est entièrement concentré sur mon père. La différence corporate qu'il avait montrée quelques minutes plus tôt a disparu, remplacée par une indifférence clinique tranchante. Il a informé mon père qu'Agrior Solutions n'achète pas d'actifs encombrés. Il a déclaré que les projections de profit de la corporation exigeaient un accès immédiat et sans entrave aux prises d'irrigation centrale et la liberté de mettre en œuvre leur méthodologie chimique standard. Un gel environnemental de 10 ans rendait les 800 acres une zone morte. La présence d'une injonction d'État active transformait la propriété d'une acquisition agricole premium en un piège de passifs toxiques. Mon père a agrippé le bord de la table. Ses jointures sont devenues d'un blanc éclatant. Il a tenté de sauver la fondation en ruine de son accord patrimonial. Il a insisté que l'injonction du DNR était un obstacle temporaire. Il a promis qu'il pouvait exploiter ses contacts à Des Moines pour contester les données universitaires. Il a supplié Blake de placer le transfert en escroc sur une brève pause pendant qu'il dégageait le blocus environnemental. Blake a secoué la tête. Son expression est restée entièrement neutre. Il a expliqué qu'un conglomérat corporate ne gaspille pas de capital à combattre des poursuites écologiques au niveau de l'État pour une seule parcelle de terre dans l'Iowa. Ils possèdent les ressources pour pivoter leurs investissements vers des régions avec des municipalités conformes et une topographie propre. Il a regardé mon père et a porté le coup final dévastateur. Blake a annoncé qu'avec effet immédiat, Agrior Solutions retirait formellement son offre de 4,5 millions de dollars. Il a instruit ses deux avocats silencieux de ranger leurs mallettes. Il a déclaré que la corporation terminait toutes les négociations concernant la succession. Mon père était paralysé en tête de table. L'humiliation qu'il a subie à ce moment était profonde. Elle ne provenait pas d'une dispute dramatique avec sa fille rejetée. Elle provenait du rejet brutal et impitoyable de la machine corporate même qu'il avait adorée. Il avait vendu l'héritage familial, manipulé un juge de succession et tenté de me rendre sans abri, tout cela pour sécuriser une place à la table corporate. Maintenant cette même corporation le rejetait comme un mauvais algorithme d'investissement. Les deux avocats d'Agrior se sont levés, ont boutonné leur veste et ont suivi Blake vers les doubles portes. Ils sont passés devant moi sans un second regard.
Les lourdes portes en bois se sont refermées, enfermant mes parents dans la pièce de verre avec les décombres de leur ambition. Ma mère a laissé échapper un halètement aigu et essoufflé. La façade polie de la matriarche du country club s'est entièrement fissurée. Elle s'est tournée vers mon père, sa voix tremblant de panique. Elle a exigé de savoir comment ils allaient rembourser les prêts commerciaux. Elle lui a rappelé le financement relais qu'ils avaient sécurisé contre la succession pour couvrir l'acompte du condominium en Floride. La fête de retraite au golf, les liquidateurs de succession, les camions de déménagement. Ils avaient structuré tout leur avenir financier autour d'un virement de plusieurs millions de dollars qui n'existait plus. Mon père s'est affalé dans son fauteuil en cuir. La posture autoritaire s'est effondrée, laissant derrière elle un homme âgé creux fixant une montagne de dettes agricoles levier. Il avait hérité d'un empire et l'avait parié sur un sauvetage corporate. Sans l'argent d'Agrior, les prêts commerciaux à taux élevés feraient défaut en quelques mois. La banque saisirait la ferme principale, prendrait l'équipement agricole et vendrait aux enchères les 8 cents acres pour des centimes par dollar. Ils étaient financièrement ruinés. Le silence à l'intérieur de la salle de conseil s'est étiré lourd et suffocant. La climatisation bourdonnait. L'odeur d'ozone et de café coûteux semblait soudain malade et rance. J'étais debout près du bord de la table, regardant la dévastation se dérouler. Je n'ai pas ressenti un élan de joie triomphante. Je n'ai pas ressenti la soudaine fermeture magique que les films hollywoodiens promettent quand le méchant est vaincu. J'ai ressenti une profonde douleur épuisée dans mes os. J'avais arrêté la destruction corporate de l'aquifère, mais la victoire m'avait obligé à assister à la destruction totale de mes propres parents. Mon père a lentement levé la tête. Il m'a regardé à travers l'étendue du bois poli. L'arrogance et la supériorité condescendante avaient disparu, remplacées par un désespoir brut et nu. Il a réalisé qu'il ne possédait aucun levier. L'avis d'expulsion du comté ne signifiait rien contre une injonction d'État. La décision de succession était sans pertinence si la terre était financièrement toxique. Il était piégé, saignant du capital et face à une faillite imminente. Il a avalé difficilement, sa gorge claquant dans la pièce silencieuse. Il m'a demandé d'une voix mince et fragile ce qu'il faudrait pour lever l'injonction du DNR. Il m'a demandé combien d'argent je voulais pour m'éloigner et le laisser sauver une vente à un autre acheteur. Sarah s'est reculée, me laissant prendre les rênes. C'était le moment que nous avions passé des semaines à concevoir. C'était le point où la survie passait à la négociation. J'ai regardé l'homme qui m'avait qualifié de malade, m'avait effacé du récit familial et avait envoyé un inspecteur du bâtiment pour me rendre sans abri. Je savais qu'il s'attendait à ce que j'exige un paiement financier massif ou que je revendique l'ensemble de l'acte de la ferme par dépit. Il s'attendait à ce que j'opère avec la même logique transactionnelle cupide qui gouvernait sa vie. Il n'avait aucune idée que ma stratégie n'impliquait pas de garder la ferme. J'étais sur le point de dicter les termes de sa reddition et les conditions que j'ai posées altéreraient de façon permanente le paysage du comté, le laissant avec une fraction de sa richesse tout en cimentant l'héritage de mon grand-père dans la pierre. La négociation finale était sur le point de commencer, et le coup de ma miséricorde serait sévère. Mon père était assis dans son fauteuil en cuir, me fixant à travers la table en acajou poli. Il attendait mes exigences, sa posture tendue, se préparant à une tentative vindicative de revendiquer les 800 acres entiers. Il supposait que mon objectif final était de saisir son héritage et de le jeter dehors les mains vides. Je ne voulais pas toute la ferme. J'étais une analyste des sols, pas une directrice agricole commerciale. Je manquais du capital, de l'équipement et du désir de gérer une opération massive grevée de prêts bancaires prédateurs. Prendre la terre ne ferait que m'enfermer dans la même prison financière qui tenait actuellement mes parents captifs. J'ai regardé mon père et j'ai livré une contre-offre pragmatique glaçante. Je lui ai dit que je ne lèverais pas l'injonction d'État pour faciliter une vente à un autre conglomérat corporate. Je ne libérerai le gel environnemental que sous un accord de transfert restreint hautement spécifique. J'ai sorti une seule feuille de papier de ma sacoche en cuir et l'ai glissée sur la table. J'ai décrit les termes. Mes parents étaient tenus de vendre la majeure partie de l'arpentage agricole, les champs, les silos de stockage et la ferme principale à la coopérative agricole indépendante de Mud Creek. La coopérative était une coalition établie d'agriculteurs organiques locaux qui utilisaient des méthodes de labour superficiel durables qui ne menaceraient pas l'aquifère sous-jacent. Mon père a scanné le document. Ses yeux se sont élargis quand il a vu l'offre d'achat de la coopérative. Les agriculteurs indépendants manquaient des vastes réserves de capital d'un géant corporate.
Ils offraient 1,2 million de dollars pour la succession. Ma mère a laissé échapper un halètement aigu. Elle a pointé un doigt tremblant vers le papier. Elle a déclaré que 1,2 million couvrait à peine la dette commerciale en cours et les prêts relais qu'ils avaient levés. Elle a dit que le prix de vente réduit les laisserait avec une fraction de leur richesse anticipée. Cela signifiait abandonner le condominium de luxe en Floride et la retraite au country club. J'ai gardé une voix plate et dépourvue de sympathie. Je les ai informés que 1,2 million les empêchait de déclarer une faillite totale. Cela effaçait leurs dettes et offrait un surplus modeste. Je leur ai dit qu'ils ne négociaient plus pour une retraite luxueuse. Ils négociaient pour la survie financière de base. La mâchoire de mon père s'est crispée. Il a claqué sa main contre la coudoir de son fauteuil. Il a argumenté que la terre valait le triple de l'offre de la coopérative sur le marché ouvert. Il a menacé de traîner le litige dans une litige civile de 10 ans plutôt que de vendre son héritage à forte remise. Sarah s'est approchée du bord de la table. Elle a opéré comme la voix froide de la réalité légale. Elle a rappelé à mon père qu'il ne possédait aucun levier pour dicter la valeur marchande. La propriété était actuellement étiquetée comme un passif toxique par l'État. Elle a souligné que la litige civile exigeait un capital immense qu'il ne possédait plus maintenant qu'Agrior s'était retiré. Elle a expliqué que si la banque commerciale saisissait la ferme le mois prochain, la propriété irait aux enchères publiques. La banque saisirait tout et mes parents seraient laissés avec des jugements de carence écrasantes et un crédit ruiné. Sarah a tapoté la feuille d'offre de la coopérative. Elle a dit à mon père qu'il avait deux options. Il pouvait signer l'accord de transfert restreint, effacer ses dettes et partir avec un modeste filet de sécurité, ou il pouvait laisser sa fierté le pousser à l'insolvabilité totale. Mon père a fixé le document. Le combat l'a quitté, remplacé par la reconnaissance sombre de la défaite. Il a compris qu'il était piégé. Il m'a demandé ce que je gagnais de l'arrangement. Je lui ai expliqué la seconde moitié des termes. L'accord de transfert restreint reconnaissait formellement l'autonomie de la société holding. J'ai exigé la propriété permanente et non grevée de la parcelle en front de rivière, des aisances d'accès et des droits d'eau principaux. J'ai déclaré que je placerais immédiatement ces actifs dans une fiducie de conservation écologique irrévocable. Cela assurait que, quel que soit le propriétaire des champs environnants à l'avenir, l'ancre géographique protégeant l'aquifère municipal ne pourrait jamais être vendue, développée ou compromise par l'agriculture industrielle. L'héritage de mon grand-père resterait verrouillé dans la pierre, défendant l'eau potable de la ville pour toujours. Mon père a regardé les termes une dernière fois. Il a pris un stylo en argent sur la table. Sa main a légèrement tremblé. Il a reconnu la poésie amère de la situation. Il avait tenté de m'effacer en utilisant la machinerie légale du tribunal de succession, et j'avais utilisé une architecture légale supérieure pour démanteler son empire. Il a signé son nom au bas de la page. Ma mère a signé à côté de lui, des larmes traçant silencieusement à travers son maquillage coûteux. L'avocat Gresson a attesté les signatures en apposant son sceau de notaire sur le document avec un lourd soupir. Le transfert était officiellement contraignant. La menace corporate était neutralisée, et la ferme était sécurisée. J'ai pris l'accord signé et l'ai replacé soigneusement dans ma sacoche. Je n'ai pas offert d'au revoir réconfortant. Je n'ai pas tenté une réconciliation larmoyante. Le pont émotionnel entre nous avait brûlé en cendres des semaines plus tôt, et aucun côté ne possédait les matériaux pour le reconstruire. Je suis sorti de la salle de conférence, laissant mes parents assis dans les décombres silencieux de leur ambition. La descente en ascenseur jusqu'au hall semblait remarquablement lourde. Sarah se tenait à côté de moi, son expression sombre mais satisfaite. Nous avions exécuté avec succès une brillante victoire stratégique. Nous avions sauvé l'approvisionnement en eau de la ville et protégé la terre. Mais alors que je sortais dans l'après-midi froide de Moine, la réalité de mon succès s'est installée profondément dans mes os. La guerre était terminée, mais le champ de bataille était un cimetière. La maison d'enfance où j'avais passé mes étés à explorer était maintenant la propriété d'une coopérative locale. Je ne marcherai plus jamais à travers ces portes d'entrée. Mes parents étaient définitivement aliénés, me voyant comme l'architecte de leur ruine financière. La relation amoureuse que j'avais sacrifiée pour sécuriser les données géologiques restait brisée. J'avais gagné la partie d'échecs, mais j'étais sur le point de découvrir que construire un avenir sur les cendres de son passé est un processus isolant et épuisant. L'exécution de l'accord de transfert restreint a avancé avec le rythme terne et méthodique d'une clôture municipale. L'encre a séché.
Les actes ont été enregistrés au bureau du greffier du comté, et le DNR de l'État a levé l'injonction d'urgence juste assez pour permettre à la coopérative agricole locale de prendre possession du sol. La victoire était immense sur papier, mais la réalité physique des suites semblait viscérale et creusante. Une semaine après la collision en salle de conseil, j'ai garé mon camion sur l'accotement de l'autoroute du comté, à un quart de mile de la succession principale. J'étais assise dans la cabine, le moteur tournant au ralenti, regardant une paire de grands camions de déménagement jaune tourner au ralenti dans l'allée en gravier de la ferme blanche. Une équipe d'ouvriers embauchés portait de lourdes boîtes en carton et des meubles hors de la porte d'entrée. Je les ai regardés charger la table à manger en chêne où je m'asseyais autrefois et dessinais des cartes avec mon grand-père. Je les ai vus sortir l'horloge grand-père qui sonnait chaque heure pendant mes étés d'enfance. La coopérative indépendante avait acheté l'arpentage, mais elle n'avait pas d'usage pour la structure résidentielle. Ils prévoyaient de convertir la ferme en bureau administratif pour leurs gestionnaires régionaux. L'histoire de ma famille était emballée dans des boîtes et emportée. Je n'ai pas roulé dans l'allée pour dire au revoir. Les frontières étaient fermement tracées. La réalité financière de mes parents s'était contractée sévèrement. La vente à la coopérative a généré assez de capital pour satisfaire les prêts bancaires commerciaux et empêcher une vente aux enchères de forclusion, mais le surplus était maigre. La retraite de luxe à Naples s'est évaporée. Ils ont été forcés d'annuler les camions de déménagement destinés à la Floride. Au lieu de cela, ils ont réduit leurs dimensions dans un modeste condominium de 2 chambres dans une banlieue à l'extérieur de Des Moines. L'humiliation sociale dans leurs cercles aisés était une pilule amère à avaler. La fête d'adieu au country club a été tranquillement annulée. Les rumeurs entourant l'accord corporate effondré ont circulé dans leur groupe d'amis, peignant mon père non comme un cadre astucieux, mais comme un homme qui a perdu son empire dans un litige de zonage. Ils m'ont blâmé entièrement. Ils ne voyaient pas mes actions comme une défense nécessaire de l'approvisionnement en eau municipale. Ils voyaient ma stratégie comme une campagne ciblée et vindicative pour détruire leur bonheur. Ma mère a bloqué mon numéro de téléphone. Mon père m'a envoyé un dernier email bref contenant une copie transmise de l'acte de propriété finalisé accompagné d'une seule phrase m'instruisant de ne plus jamais les contacter. J'ai accepté le silence. Je savais que chercher des excuses de personnes incapables de reconnaître leur propre cupidité était un gaspillage d'énergie. J'ai mis mon camion en prise et je suis parti de l'autoroute en direction de la parcelle en front de rivière. Le ruban de condamnation rouge avait disparu de la porte de la cabane. Sarah avait utilisé la nouvelle fiducie de conservation écologique établie pour forcer le conseil de zonage à abandonner le mandat d'expulsion. Les 2 acres étaient légalement protégés, intouchables par le domaine éminent et définitivement à moi. Je suis monté sur les marches en bois affaissées et j'ai déverrouillé la porte. L'intérieur était encore plein de courants d'air, sentant le vieux pain et la poussière. Le verre brisé du miroir antique était encore éparpillé sur le tapis décoloré. J'étais debout au centre de la pièce, écoutant le vent secouer les cadres de fenêtres. L'isolement physique était profond. J'avais arrêté la destruction corporate de l'aquifère. J'avais honoré la responsabilité que mon grand-père m'avait confiée. Mais atteindre cet objectif m'avait obligé à démanteler systématiquement ma propre vie. J'ai pensé à Marc. J'avais rédigé un bref email pour lui le jour suivant la réunion en salle de conseil le remerciant pour l'étude géologique et offrant de rembourser les frais de laboratoire accélérés. Il a répondu 12 heures plus tard avec une facture professionnelle stérile du département de comptabilité de sa firme. Il n'y avait aucune note personnelle jointe. Il n'y avait aucune demande sur l'issue de l'accord corporate. Il maintenait la limite ferme qu'il avait établie. Notre relation était une victime de la guerre, des dommages collatéraux dans la poursuite de la preuve environnementale. J'ai pris la boîte forte en métal sur les planchers. J'ai ouvert le couvercle et j'ai sorti la lettre manuscrite de mon grand-père. J'ai relu l'écriture anguleuse dans la cabane silencieuse. Il m'avait averti qu'activer la société holding déclencherait un conflit brutal. Il savait que les entités corporates et les membres de famille désespérés ne se rendaient pas avec grâce. Il m'avait donné la permission de m'éloigner si le fardeau s'avérait trop lourd. J'ai plié soigneusement la lettre. Je ne regrettais pas d'avoir tourné la clé rouillée. Si je m'étais éloigné, 20 000 personnes boiraient éventuellement de l'eau contaminée et mes parents auraient sécurisé une retraite riche financée par la destruction écologique. Mais reconnaître la nécessité de vos actions n'efface pas le deuil des conséquences. Le succès dans le vrai monde ressemble rarement à un triomphe cinématographique. Il ressemble à une pièce vide et silencieuse.
Il ressemble à une pile de documents légaux qui prouvent que vous aviez raison tout en vous laissant entièrement seul. J'ai réalisé que je ne pouvais pas simplement m'asseoir dans une cabane pourrissante et m'attarder sur les cendres de mon passé. J'avais mené une guerre brutale pour sécuriser cette parcelle spécifique de terre. Je possède les droits d'eau fondamentaux et l'aisance d'accès principale. La coopérative indépendante se préparait à cultiver les 800 acres adjacents en utilisant des méthodes durables, mais elle nécessitait encore un accès coordonné au bassin de la rivière pour maintenir ses rendements organiques. Je possédais le levier géographique, mais je devais construire une infrastructure durable pour le gouverner. Je devais transformer cette structure en décomposition d'une arme de levier en un quartier général fonctionnel. La guerre pour la succession était terminée, mais la tâche de construire un nouvel héritage ne faisait que commencer. Je devais apprendre à faire fonctionner la machinerie que j'avais si durement combattue pour contrôler, et je devais le faire en comptant uniquement sur mon propre cran. 2 ans se sont écoulés depuis que je suis sorti de ce cabinet d'avocats du centre-ville et que j'ai laissé mes parents assis dans les ruines de leur ambition corporate. Les saisons de l'Iowa ont tourné, enterrant les champs sous la neige hivernale et les dégelant en printemps vert vibrant. Le paysage a changé et la structure de ma vie aussi. La cabane de chasse rouillée et pourrissante sur le front de rivière ne ressemble plus à une cabane abandonnée. J'ai utilisé une partie de mon salaire d'analyste des sols pour sécuriser une subvention modeste de développement rural. J'ai remplacé le toit affaissé par des feuilles métalliques durables. J'ai arraché les panneaux de pin en décomposition et j'ai installé de lourdes fenêtres isolées qui encadrent le courant roulant de la rivière. Un petit réseau solaire bourdonne maintenant tranquillement près de la lisière des arbres, alimentant un espace de travail fonctionnel et chauffé. L'intérieur sent le cèdre frais et le café moulu plutôt que la terre humide et la décomposition. La chaise en bois antique de mon grand-père est dans le coin, entièrement restaurée. Mon bureau s'étend sur toute la longueur du mur du fond, couvert de cartes topographiques, de graphiques de densité racinaire et de rapports de qualité de l'eau. Cette cabane sert de quartier général officiel pour la fiducie écologique de Mud Creek, une organisation à but non lucratif local que j'ai fondée pour surveiller et protéger le bassin versant régional. Je travaille directement avec la coopérative agricole indépendante qui a acheté les 800 acres à mes parents. La coopérative gère les champs en utilisant des techniques de labour superficiel durable. Ils plantent du blé d'hiver pour ancrer la couche arable et utilisent un cycle naturel des nutriments au lieu de synthétiques industriels. Parce que je contrôle les droits d'eau fondamentaux par la société holding de mon grand-père, je dicte les limites d'irrigation. Nous opérons dans un partenariat symbiotique. Ils cultivent la terre et je m'assure que l'aquifère sous nos pieds reste pristine. Il n'y a pas d'avertissement de ruissellement chimique. L'eau potable pour 20 000 résidents est sûre. Le piège silencieux et désespéré de mon grand-père a évolué en un bouclier vivant permanent. Les dynamiques sociales du comté se sont installées dans un nouveau rythme plus calme. La ville n'a pas connu un boom économique miraculeux, mais la coopérative indépendante a embauché des mains locales, a acheté de l'équipement auprès de fournisseurs locaux et a gardé les revenus agricoles circulant au sein de la communauté au lieu de les canaliser vers un conseil d'actionnaires. Corporate distant. Ma relation avec mes parents reste entièrement rompue. J'entends des mises à jour par le bruit périphérique du téléphone arabe du comté. Ils vivent encore dans le condominium de 2 chambres à l'extérieur de Des Moines. Mon père a pris un emploi de consultant pour une firme d'assurance régionale pour compléter le revenu de retraite réduit. Ma mère a démissionné de ses comités du country club. En décembre dernier, une carte de vœux générique est arrivée dans ma boîte aux lettres. Elle présentait une salutation saisonnière imprimée et leur signature à l'encre bleue. Il n'y avait aucune note personnelle, aucune excuse et aucune adresse de retour. J'ai regardé la carte un moment, reconnaissant le geste creux pour ce qu'il était, une tentative d'apaiser leur propre culpabilité sans faire le travail ardu de responsabilité. J'ai jeté la carte dans le bac de recyclage et je suis retourné au travail. Je ne nourris aucune malice active envers eux. La haine exige une immense dépense d'énergie, et je préfère dépenser mon énergie à analyser la composition des sols et à sécuriser des financements de subventions. Ils existent simplement dans mon passé, coordonnés par une limite impénétrable que je patrouille chaque jour. Je n'ai pas parlé à Marc depuis le matin où sa camionnette commerciale est partie de la propriété. J'ai entendu qu'il avait reçu une promotion dans sa firme de cartographie. Je suis contente qu'il réussisse. Notre relation a été la victime la plus lourde de cette guerre, mais je comprends maintenant que son départ était nécessaire. Il valorisait une vie sûre et prévisible, et je m'engageais dans un conflit chaotique à enjeux élevés. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à se tenir dans une pièce glaciale s'il n'est pas prêt à endurer le froid.
Si vous écoutez ceci et que vous reconnaissez des fragments de votre propre vie dans mon histoire, je veux vous dire quelque chose de crucial sur la nature de la victoire. Quand les gens entendent comment j'ai vaincu une offre d'achat corporate de plusieurs millions de dollars et surpassé mes parents éloignés, ils supposent souvent que les suites ressemblent à un montage cinématographique triomphant. Ils s'attendent à ce que l'histoire se termine par une foule rugissante et une résolution parfaite. La vérité est bien plus silencieuse. Le vrai succès ne ressemble pas à une explosion ardente de vengeance. La vengeance est une impulsion destructive qui vous laisse debout dans un tas de cendres. Le succès est architectural. Il exige que vous examiniez les décombres, que vous ramassiez les morceaux utilisables que vos adversaires ont laissés derrière et que vous construisiez une structure capable d'affronter la prochaine tempête. Je n'ai pas gagné cette guerre en criant dans une salle d'audience ou en suppliant mes parents de m'aimer. J'ai gagné en égalant leur impitoyabilité avec une stratégie supérieure. J'ai survécu à l'humiliation du dîner, aux nuits glaciales et à l'isolement écrasant parce que j'ai accepté que l'indépendance n'est pas un cadeau que vous recevez. L'indépendance est un territoire que vous conquérez. En regardant en arrière vers le froid bureau de succession, le ruban d'expulsion rouge et les mois épuisants de reconstruction, je veux partager les mécanismes de survie d'une guerre contre son propre sang. Voici 5 leçons distinctes que j'ai apprises quand ma famille a essayé de m'effacer. Premièrement, la colère brute est un passif sévère. Quand mes parents ont volé mon héritage, ma réaction initiale était une fureur aveugle. J'ai vidé mes économies, embauchant un avocat frauduleux juste pour lancer un coup de poing. L'indignation vertueuse semble puissante, mais elle ne possède aucune monnaie dans le vrai monde. Si vous voulez vaincre un adversaire froid et calculateur, vous devez geler vos émotions. La stratégie exige un esprit clair. Laissez vos adversaires agir par cupidité ou fierté, mais vous devez opérer avec la précision clinique d'un chirurgien. Deuxièmement, les limites exigent un sacrifice profond. Tracer une ligne dans le sable est facile. Défendre cette ligne vous coûte tout. Protéger l'héritage de mon grand-père m'a coûté ma maison d'enfance, ma relation avec mon partenaire et toute illusion d'une famille supportive. Vous devez comprendre que couper des liens toxiques vous isolera. Vous endurerez des nuits solitaires et des moments de doute profond, mais la douleur temporaire de l'isolement est le péage que vous payez pour échapper à une vie entière de manipulation. Troisièmement, le vrai levier est invisible. Mes parents comptaient sur une intimidation publique bruyante. Ils ont utilisé le conseil de zonage, le juge local et la menace d'expulsion municipale pour forcer ma reddition. Mon levier était une pile de papier verrouillée dans une boîte en métal et une étude géologique localisée. La personne la plus bruyante dans la pièce est rarement la plus dangereuse. Le vrai pouvoir opère sous la surface. Trouvez la faiblesse structurelle dans la fondation de votre adversaire et frappez-la quand ils s'y attendent le moins. Quatrièmement, la famille biologique ne garantit rien. On nous enseigne à prioriser la loyauté du sang avant tout, mais le sang ne m'a pas gardé au chaud quand je gelais dans une cabane pourrissante. Le sang a tenté de me rendre sans abri pour sécuriser une retraite luxueuse. Vous n'avez aucune obligation de vous mettre le feu pour garder vos parents au chaud. La loyauté est une monnaie active et gagnée. Quand les gens vous montrent qu'ils vous voient comme un obstacle plutôt que comme un être humain, croyez-les immédiatement et agissez en conséquence. Cinquièmement, un objectif durable surpasse la rancune personnelle. Si mon seul but était de détruire mon père, la victoire aurait semblé creuse au moment où l'accord corporate s'est effondré. J'ai survécu parce que ma motivation était ancrée à quelque chose de plus grand que moi-même. Je me suis battu pour protéger l'aquifère régional et honorer un homme qui respectait la terre. Quand votre combat sert un bien communal plus grand, vous gagnez l'endurance requise pour surpasser vos adversaires. J'ai 29 ans. Je possède 2 acres de front de rivière dans l'Iowa et l'autorité légale pour protéger ma communauté. J'ai construit une vie qui ne nécessite aucune permission des personnes qui ont essayé de me rejeter. Vous avez le pouvoir de faire exactement la même chose. Si mon parcours résonne en vous, si vous avez déjà dû vous éloigner de parents toxiques pour construire votre propre empire, veuillez aimer cet audio et vous abonner à Elena Tell Stories. Votre soutien assure que ces récits atteignent les personnes qui ont le plus besoin de les entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et racontez-moi un moment où vous avez dû poser une limite douloureuse pour protéger votre propre avenir. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de leur approbation pour réussir. Vous avez juste besoin du cran pour construire votre propre porte et de la force pour la verrouiller derrière vous.